plus en plus de choses absolument réelles qui vont se dire sur ce qu'a été véritablement la Révolution française. C'est clair, c'est clair. On vous raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'Église. C'est absolument faux. Absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'Église, on les a massacrés. D'accord? Massacrés. Quelle période de l'histoire avez-vous étudié en profondeur? Le XVIIIe siècle. J'ai commencé mes recherches, c'est-à-dire que les premiers documents archivistiques que j'ai eu entre les mains et avec lesquels j'ai travaillé, ce sont des documents qui ont été écrits autour de 1750 à Paris. Voilà. C'est le cœur de ma recherche, c'est le point de départ de ma recherche. Alors bon, une fois qu'on a commencé, on remonte, on redescend, je veux dire, je vais jusqu'à la Révolution française d'un côté, je remonte jusqu'à la moitié du règne de Louis XIV de l'autre, mais le début de ma recherche historique, c'est vraiment Paris 1750. Et Paris 1750, c'est incidemment, c'était pas l'objet de ma recherche, mais la sortie de l'encyclopédie et l'affaire de l'hôpital général. Enfin, c'est une période un peu nodale du virage qui va se passer dans le royaume de France. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui se décident à ce moment-là. Et c'est ce que je connais vraiment bien maintenant. Quels faits ont particulièrement retenu votre attention durant cette période historique? Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, la royauté absolue, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est en fait assaillie de toutes parts par des oppositions qu'on m'a vendues quand j'étais gamine, enfin dans tout l'environnement laïcard et républicain dans lequel j'ai été élevée, comme une saine opposition à des abus. Alors il y avait l'opposition des parlements, l'opposition des philosophes des Lumières, et des parlements, c'est-à-dire des juges, l'opposition janséniste, l'opposition des magistrats contre l'absolutisme royal. Et ces deux oppositions se faisaient également contre l'Église. Donc effectivement, j'ai grandi dans l'idée que le roi était absolu, donc abusif, et que l'Église était toute puissante, donc abusive, et que les combats menés par les forces d'opposition, qui étaient soit la magistrature janséniste, soit les intellectuels des Lumières, étaient des combats libérateurs et émancipateurs. Bon, alors avec le nez dedans, on efface tout et on recommence. C'est-à-dire que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. J'ai tout remis à zéro. Ça n'est plus du tout ce que je vois, je peux pas vous le résumer, mais enfin, la monarchie était assaillie par des salauds et l'Église a été accusée de crimes qui, quand elle ne les avait pas commis, étaient véritablement commis et par ceux d'en face. Donc voilà, j'ai vraiment eu... C'est pas que j'ai eu envie de remettre les choses à l'endroit. Un historien, c'est quelqu'un qui va chercher dans les textes ce qui s'est passé. Si ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on m'a dit, bah, je me contente de dire ce qui s'est passé, et ça heurte les gens qui voulaient croire ce qu'on avait dit avant, mais ça, j'y peux rien. J'y peux rien, chacun son problème. Le problème de l'historien, c'est de faire de l'histoire, c'est pas de faire plaisir. Et puis d'ailleurs, j'ai été la première à qui ça a déplu. Parce que quand vous croyez pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans à des vérités premières et que vous apercevez qu'on vous a menti, c'est très désagréable comme impression. C'est très désagréable. Alors de deux choses l'une, soit on dit, bon, je veux pas le savoir, c'est des cons et on passe à autre chose, soit on se dit, il y a un chien enterré là, comme on dit, il y a quelque chose à chercher, et moi c'est mon genre, à chercher, à fouiller... Et ensuite, à essayer de comprendre pourquoi, quand vous amenez des vérités, c'est pas inédite, les historiens savent ce que je dis, hein, les historiens savent ce que je dis, mais les historiens, ils n'atteignent pas, pour autant que je sache, le grand public, celui qui n'est pas historien. Donc vous avez à l'université des historiens qui savent un tas de choses, et vous avez un public qui pense exactement le contraire, et il n'y a pas de pont entre les deux. Pourquoi? Peut-être parce que des gens comme moi ne sont pas rentrés dans ce système-là avant, je ne sais pas. On nous ment tout le temps. Et l'histoire est un des moyens de démonter le mensonge. C'est à ça que je me consacre. Ça n'a pas été simple, hein, à l'université, on m'a fichu des choses trappes. Hein, ça n'a pas été simple du tout. Mais quand on veut ce qu'on veut, en général, on y arrive. Et puis j'avais suffisamment de bouteilles pour voir arriver les coups et pouvoir les parer. Prenant sur moi, hein, on m'a fait rater 1 an quand même. Hein. J'aurais dû avoir le DEA en 1 an, je l'ai eu en 2. Belle chose trappe, enfin on en reviendra. On en reparlera un autre jour si vous voulez. Donc ce que je veux dire, c'est que l'historien, il est là pour restituer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ça dérange immanquablement tous les gens à qui on a fait croire autre chose. Donc, selon vous, quelles seraient les véritables causes de la Révolution française? C'est le libéralisme. C'est la Révolution française, c'est la prise de pouvoir sur
une société organisée en ordre, dans laquelle le bien commun est une notion acceptée par tout le monde, dans lequel le roi a son rôle, la noblesse a son rôle, l'Église a son rôle, les travailleurs ont leur rôle, enfin chacun a son rôle, plus ou moins bien, enfin bon, je dis pas que tout baigne, mais c'est une espèce d'ordre établi, fondé sur le bien commun, et on le remplace par le profit. Le bien commun sera dicté par le profit, et non pas par les règles, non pas par les lois, non pas par la morale, non pas par Dieu, non pas par... Voilà. On va remplacer une société fondée sur le bien commun par une société fondée par le profit pour tous. Que le meilleur gagne. Le meilleur étant le plus fort, le plus immoral. Enfin bon, c'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai très bien vu dans les Lumières, c'est clairement le profit, la recherche individuelle du profit est un élément émancipateur, libérateur et de progrès. Voilà, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Je l'ai trouvé, ça, je l'ai vu. Donc à partir de là, on fait quoi? Ben, on fait une société on laisse tomber, on fait tomber toutes les barrières, on prend comme liberté suprême la liberté du renard libre dans le poulailler libre, on écrase les petits, on diffame, je veux dire, c'est l'horreur. Alors qu'est-ce que c'est la Révolution française? Ben, c'est l'arrivée au pouvoir de ces gens-là. C'est tout. C'est tout, avec le peuple qui a résisté, et puis on les a trahis, enfin je veux dire, il faut l'écrire. Moi je l'écrirai pas l'histoire de la Révolution française, il y a des tas de gens qui l'ont écrite. On vous raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'Église, c'est absolument faux, absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'Église, on les a massacrés, d'accord? Massacrés. Le peuple n'est pas en cause dans toute cette... ce grand changement. Le peuple, il avait envoyé ses doléances dans les cahiers de doléances, il a dit nulle part qu'on voulait supprimer les corporations, il a dit nulle part qu'on voulait plus de droit absolu, il a dit nulle part qu'il voulait plus de l'Église, il a dit nulle part tout ce qu'on a fait, et on lui a imposé. Et le peuple, il s'est soulevé, hein, il s'est soulevé, mais pas comme on a dit, pas contre qui on a dit, c'est tous mensonges et compagnie, mensonges et compagnie. Et il y a des gens il y a encore des fabriques de mensonges à l'université, hein. Il y a encore à l'université des gens qui planchent pour vous expliquer que ceci, cela, et que c'est pas vrai et tout ça. La vérité, de toute façon. J'ai expliqué ça quand j'étais en Algérie, il y a une quinzaine de jours. Petit souvenir, hein, je porte. J'ai expliqué ça. J'ai dit la vérité. C'est une image qui m'est venue comme ça brusquement, hein, je ne l'avais pas préparée, mais je vous la ressors parce que je l'aime bien. C'est comme l'eau. Vous avez une grande citerne. Elle est rigoureusement étanche. D'accord? Donc l'eau est retenue, elle ne bougera pas. La vérité, c'est cette eau, là, et elle ne bougera pas. Si vous faites le plus petit trou dans la citerne, le plus minuscule petit trou dans la citerne, la vérité, l'eau, hein, va passer un tout petit peu, ça va commencer, et la citerne se videra à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas, si vous voulez étouffer la vérité, il faut l'étouffer complètement, et complètement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, on peut mentir tout le temps à quelqu'un, mais c'est comme ça que ça se passe. Et à l'heure actuelle, je pense vraiment que les digues sont en train de s'ouvrir et que la vérité, sur tous les mensonges qu'on nous a baratinés, ça commence vraiment à circuler. Quelles en sont les conséquences dans notre quotidien? Ces idées, c'est l'instauration du capitalisme comme étant la seule économie possible. On nous présente l'économie de marché comme étant la seule économie possible à laquelle on va opposer le communisme, alors que le communisme est arrivé derrière. Mais on nous fait croire qu'avant le capitalisme, écoutez, c'est bien simple, avant la Révolution française, la France n'existe pas. Hein, c'est le trou noir. L'histoire de France, ça commence en 89, il faut arrêter. Donc, le 89, c'est l'arrivée du capitalisme comme économie officielle, hein. C'est l'économie de marché, ça a été la libre circulation des subsistances, des biens et des personnes, ça a été voté dès le début par l'Assemblée dite constituante, hein, pour paraphraser Étienne Chouard. Les gars, ils sont auto-bombardés constituants, personne ne leur avait dit, puis ils commencent à rédiger une constitution pour laquelle personne ne les a mandatés, et puis hop, ils inventent la libre circulation des subsistances, etc. Ils imposent un capitalisme qui constitutionnalise. Et nous, le système dans lequel on est, alors bon, ça c'est pas fait en un seul coup, je vais pas résumer, mais je veux dire, le système dans lequel on est, c'est celui-là. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est l'axiome de base, c'est la donnée de base au-dessous de laquelle c'est l'enfer. Mais les gens vivaient avant le capitalisme. La France vivait avant le capitalisme. Il y avait quelque chose avant. Et on nous le présente comme totalement inexistant. Avant la montée du capitalisme, il n'y avait rien. C'était l'obscurantisme, c'était le Moyen-Âge. Arrêtez le Moyen-Âge, c'est lumineux le Moyen-Âge. C'est lumineux le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est certainement la période en Europe la plus brillante,
C'est magnifique le Moyen-Âge. Je ne l'ai pas étudié le Moyen-Âge, parce qu'on ne peut pas étudier sérieusement tout. Si on veut être historien, il faut vraiment... Mais chaque fois que je croise le Moyen-Âge, je suis ébloui. C'est magnifique le Moyen-Âge. Et c'est ce que les gens des Lumières ont voulu absolument éradiquer, effacer, écraser. Qu'est-ce qu'on nous raconte comme fadaise? Bon, alors c'est quoi? Le monde dans lequel on vit, c'est le monde capitaliste. Alors triomphant, maintenant, il n'y a plus rien, hein, c'est absolument partout. Et tout ce qu'on a opposé en face du capitalisme, c'est le communisme, c'est l'opposition du même. Mais c'est bon. Et avant? Et avant? Je veux dire, avant 1789, le monde, il n'avait pas tourné quand même depuis quelques dizaines de milliers d'années? Bah non. Enfin, le monde, je veux dire l'humanité organisée. Bon, il faut arrêter avec ça. Je pense que les gens commencent à comprendre. Hein. La Révolution française est-elle pour vous le résultat d'un complot maçonnique? Ça, c'est une question très intéressante à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse. Mais ça n'est pas moi qui vais aller la chercher, cette réponse. C'est-à-dire que depuis que j'ai entendu parler de complot maçonnique pour organiser la Révolution, je me suis dit, tiens, je n'ai pas cherché de ce côté-là. Quand je vois l'énormité de ce qu'il faudrait fouiller pour avoir réponse à la question, je ne peux que me dire, ça n'est pas pour moi. Modestement, je pense qu'il faut chercher dans ce sens-là. L'hypothèse me semble plausible. Je ne la prends pas pour ridicule, je ne la prends pas pour ajouter du tout, mais je n'ai pas les éléments pour juger. Mon impression est que c'est ça. C'est ça. Mais entre dire j'ai l'impression que, et je peux vous démontrer les éléments du complot, non, je ne peux que rester modeste de ce côté-là. Il est évident que les francs-maçons sont partout. Il est évident que les francs-maçons ne veulent pas qu'on aille mettre le nez dans leurs affaires. Tiens, je vais vous raconter une anecdote à propos de franc-maçonnerie. Quand je faisais des recherches sur le Parlement de Paris, les jansénistes du Parlement de Paris, j'ai voulu savoir si ces jansénistes-là étaient francs-maçons en même temps. Bon, alors pour ça, il faut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie. Bon. Les archives de la franc-maçonnerie sont à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale, elle est nationale. Elle est à vous, elle est à moi, elle est à tout le monde, la Bibliothèque nationale. Et alors j'ai un ami qui m'est très cher et qui me le rend bien, qui est franc-maçon, et qui me faisait visiter un jour le siège du Grand Orient, et on visitait la bibliothèque. Et il a dit, voilà, Marion est une amie, elle voudrait avoir accès à certains documents, est-ce que vous pourriez? Alors le gars dit oui, mais ce qu'elle cherche, c'est à la Bibliothèque nationale. Et alors il m'a fait un petit mot, j'étais vachement contente, alors bon, hein. Machin en tête du Grand Orient, que je pouvais aller à la Bibliothèque nationale. J'ai dit, ben, je vais avoir accès aux archives, c'est vachement sympa. Quand je suis arrivé aux archives avec mon truc, j'ai montré, mais est-ce que vous pouvez nous poser vos questions par écrit? Pas de souci. Moi, j'habite pas à Paris, hein, j'avais pas resté 3 jours en attendant qu'on me sorte les cartons, dont je savais pas s'ils existaient. Moi, je pose une question, et alors la réponse est arrivée par courrier 3 semaines après. À chaque question que j'avais posée, il était répondu à côté. À côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas répondu à mes questions. Ça s'appelle une fin de non-recevoir, ça je sais comment ça se passe. Quand une administration ou quand qui que ce soit veut vous embrouiller, vous posez une question claire, nette et précise et on vous répond à celle que vous n'avez pas posée. J'ai compris. Je n'aurai pas accès aux archives de la franc-maçonnerie, qui appartiennent pour autant que je sache à la nation française. Bon, si j'avais voulu rester et me battre, mais me battre contre qui, contre quoi? Je voulais simplement savoir si les gens dont je donnais la liste étaient francs-maçons. Par défaut, j'en conclus que oui. Je ne pourrais pas le prouver, mais l'information est passée. Il y a des archives pour lesquelles il faut montrer patte blanche. Hein? Il y a des archives qui ne sont pas tout à fait complètement à la République. Si tant est que la République, c'est bien nous. Hein. Moi, j'ai toujours dit la République, c'est nous. Hein. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais été monarchiste. Hein. Moi, j'étais républicaine. D'ailleurs, je suis à debout la République. Encore que j'aimerais mieux que ça s'appelle un peu autrement. Mais enfin bon, je me revendique de la République au pied de la lettre. La chose publique, le bien commun. Donc, je croyais qu'on était en République, ben non. Si quelqu'un sait comment on peut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale. Vous savez, accès aux archives, je voudrais juste l'inventaire de tout ce qu'il y a dedans, par exemple. Revenons un peu avant la Révolution française. Selon vous, Damien a-t-il été manipulé? L'histoire de Damien, c'est ce jeune homme se met brusquement, sans aucune raison valable, apparente, à attaquer le roi. Or, immédiatement, on pense au complot, ce qui est logique. Parce qu'un individu de rien s'en prenant au roi, il est absolument logique. Il n'y a pas 36 trucs. Soit il fait partie d'un groupe, soit il a des raisons personnelles. Comment est-ce qu'un type qui est valet peut avoir une raison personnelle de s'en prendre au roi? Logiquement, on est vraiment fondé à dire qu'il y a forcément un complot derrière. Or, il apparaît que tout le monde dit, il y a la moitié qui disent il est du côté du Parlement janséniste et l'autre côté qui dit il est du parti des Jésuites. Alors si le gars-là est véritablement fanatique et qu'on n'est pas foutu de savoir de quel bord il est, ça veut dire qu'il y a quand même anguille sous roche. Un fanatique, c'est un fanatique de quelque chose. Or,
il y a une espèce d'affolement au niveau de la magistrature au moment où Damien est arrêté, parce que comme il a été valet de magistrat, tout le monde le connaît, il connaît tout le monde, il les a vus en petite culotte, les magistrats. Il a servi dans la magistrature. Et penser que les magistrats aient pu se servir de Damien pour attaquer le roi, c'est une aberration. Il ne peut pas y avoir de complot des magistrats contre le roi. L'intérêt des magistrats, c'est certainement pas de tuer le roi qu'ils arrivent à manipuler comme une marionnette et de le remplacer par un dauphin bien encadré par les jésuites et qui va avoir plus d'autorité. Donc ça ne peut pas être les magistrats. Imaginez que les jésuites ont pu vouloir la mort du roi, enfin ça c'est complètement crétin, ça c'est l'ânerie. Bon, donc qui peut avoir voulu manipuler Damien pour faire quoi? Non. Ceux qui manipulent Damien, ce sont ceux qui vont faire en sorte de le faire passer pour fou et ne pas montrer qu'il avait des raisons personnelles de s'en prendre au roi. Et la manipulation a eu lieu quand même, parce que je pense que Damien a été rendu fou d'angoisse. Il était le valet pendant un temps. Alors évidemment, ça n'est absolument pas paru dans les pièces de procédure, tout ça, ça a été rayé. Mais les pièces de procédure, il y a celles qui ont été manuscrites, il y a les brouillons. Dans un procès, vous avez le brouillon de préparation des interrogatoires, ensuite vous avez les interrogatoires, et ensuite, vous avez la publication imprimée des interrogatoires. Vous commencez par là, vous remontez là, et ensuite, quand vous arrivez là, vous avez compris tout ce qu'on a enlevé et tout ce qui était là et qu'on a enlevé pour arriver là. Et c'est là que la vérité fait son chemin. Donc, il a été manipulé comment? Il a servi pendant plusieurs mois le frère de la marquise de Pompadour. Il était valet du marquis de Marigny. Et on sait maintenant, et évidemment ça ne se disait pas à l'époque, mais à force de fouiller on trouve, que le marquis de Marigny était le pourvoyeur de petites filles du sérail d'un roi pédophile. D'accord? Ça veut dire que Damien était à portée de savoir ce que la rumeur racontait, mais dont lui, il pouvait avoir éventuellement des preuves. Non pas des preuves, mais des témoignages directs. Pourquoi? Marigny, c'était un malotru, c'était un type issu de la lie du peuple, comme aurait dit cette enflure de Voltaire, mais arrivé au sommet, c'est-à-dire un gars méprisant. Et les gens méprisants, ils parlent devant leur valet comme si c'était une potiche. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant... Alors, une chose est sûre, la rumeur, la vox populi disait que le roi couchait avec des petites filles, c'est-à-dire que le roi avait vraiment la réputation d'être un affreux cochon. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Le peuple n'avait pas les moyens de le savoir, mais la rumeur courait. Vous êtes un gars du peuple. Vous servez chez un monsieur extrêmement important qui mange avec le roi le soir. Marigny, qui était sorti de rien, il mangeait avec le roi. Il mangeait à la table du roi, dans les petits cabinets. Et le propre père de Marigny, frère de la Pompadour, donc le propre père de Marigny et de Pompadour, disait « Qui mange avec elle? Je comprends, il couche avec, mais lui, j'en reviens pas. » Et en fait, il y a des travaux très sérieux qui ont mis à jour que c'était Marigny qui fournissait les petites filles pour la couche du roi. Et là, Damien était à portée de le savoir. Quelle a été la manipulation? La manipulation a consisté, et ça apparaît vraiment dans les pièces. J'ai travaillé avec tout mon cœur pour réhabiliter ce brave garçon. C'était vraiment un type bien, Damien. Il avait ses défauts, mais c'était vraiment un homme de cœur. C'était un des nôtres, hein, nous les braves gens. Je pense que Marigny s'est rendu compte un jour qu'il parlait trop, qu'il ne faisait pas gaffe. Et il s'est arrangé avec sa maîtresse et la domestique de sa maîtresse de faire croire à Damien qu'il allait faire un mauvais coup et qu'il allait être roué vif. Donc ils lui ont fait péter un câble, quoi. Ils lui ont fait très très peur. Et Damien n'avait pas de religion. C'était un garçon qui s'était éloigné de la religion, parce que l'heure était à la remise en cause de tout ça. Enfin, il aurait été... Je vois comment sa femme et les amis de sa femme et sa fille lui disaient « Mais mon chéri, va voir un prêtre. » Et puis non, il était trop angoissé. Il croyait plus en Dieu. C'est pas qu'il croyait plus en Dieu, mais il n'avait pas la foi. Et il s'était laissé impressionner par de la sorcellerie. Et il s'est retrouvé pris dans une spirale absolument terrible d'angoisse, dont il a réussi à se sortir qu'en passant à l'acte et en donnant un coup dans le dos du roi. Je pense qu'il a dû se prendre à un moment donné pour un justicier, quoi. Et Damien était à même de savoir qu'on avait enlevé des enfants en Paris. Qu'est-ce qui c'est 1750, quand je vous dis le début de ma recherche, hein, 1750, à Paris, on enlève des dizaines et des dizaines d'enfants dans les rues. Et on les arrête. On les arrache à leurs parents. Garçons et filles. Alors il y a des gens qui disent « On n'enlevait pas les filles, alors bien sûr qu'on enlevait les filles. »
Il y a une espèce de crétin qui a fait circuler sur Internet que Marion Sigol, il connaît rien parce qu'elle prétend qu'on a enlevé la fille de Damien, alors qu'on sait très bien qu'au Châtelet, il n'y avait pas de filles. Ben non, ils n'étaient pas au Châtelet, ils étaient à la Salpêtrière. Alors si un connard d'historien va chercher les filles au Châtelet qu'elles n'y sont pas et qui conclut qu'il n'y a pas de filles enlevées, il suffisait d'aller chercher à la prison à côté, elles y étaient toutes, j'ai les noms, j'ai les dates, j'ai le pédigré des parents et tout. Enfin bon, vous savez, quand un historien décide de ne pas trouver, il ne trouve pas. L'historien, il trouve. Il trouve, c'est ce qu'il trouve, ce qui est important. En général, ce qu'il cherche, c'est pas ce qu'il va trouver. L'historien, c'est celui qui a trouvé. Donc voilà, Damien, il a été manipulé par Marigny, qui l'a rendu fou, quoi. Parce que Marigny ne savait plus comment s'en défaire. Imaginez, vous êtes vous avez chez vous, vous êtes au courant de secrets d'État, hein, et puis vous parlez comme ça librement devant votre valet, puis un jour vous apprenez que le valet, il dit quoi, de quoi, qu'il a sa morale, qu'il a également une famille, que faut s'en débarrasser. Et on s'en est débarrassé en le maudissant, quoi. Hein. C'est une espèce de truc. Alors, je ne dis pas qu'on lui a fait de la magie noire, c'est pas ça que je veux dire, mais ça revient à ça, de toute façon, à partir du moment où il y croyait. C'était lui envoyer une malédiction. Oh, le pauvre garçon, qu'est-ce qu'il a souffert. Oh là là là. Ce qu'il a souffert avant de commettre son acte, alors évidemment, ce qu'il a souffert au niveau de sa mise à mort, bon, ça dépasse l'entendement. Mais ce qu'il a pu souffrir dans les 12-13 mois qui ont précédé son passage à l'acte, c'est infernal. C'est infernal. Il était ravagé d'angoisse. Et au moment de l'attentat, tout le monde a remarqué au château de Versailles que le marquis de Marigny, il avait changé de couleur. Hein. Damien c'était un tellement bel homme. Hein, c'était un gars qui il avait comme caractéristique qu'il n'était pas seulement très beau, il était très soigné. Et il y avait des gens qui disaient il est soigné au-dessus de son niveau. Et oui, il était très propre, il se coiffait bien, il était nickel, il savait beau, et puis voilà. Et il était tellement caractéristique que, au moment de l'arrestation, dans les couloirs de Versailles, parce qu'on a des témoignages, qui a dit quoi à qui, hein, il y a des masses et des masses de témoignages, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais machin, mais c'est pas le domestique de Marigny !» C'est-à-dire que des gens qui ne l'avaient pas vu étaient capables, dans les couloirs de Versailles, de dire « Mais c'est le domestique de Marigny qui vient d'attaquer le roi. » J'aime autant vous dire que Marigny n'était pas bien. Hein. Il n'était pas bien. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 jours? Il a dit « Il est fou, l'écoutez pas, il est fou. C'est un dingue. » Alors Voltaire, un fou, un misérable, un fou, eh bien il est fou. De toute façon, dès que quelqu'un a quelque chose de grave à dire, il est fou, elle est folle, circuler, il n'y a rien à voir. Dès que quelqu'un vous traite quelqu'un de fou, allez-y, allez chercher. Hein. Allez-y. Dès que quelqu'un de public est traité par quelqu'un de fou, c'est là qu'il faut fouiller. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Voilà, c'est ça la malheureuse histoire de Damien. Donc la seule manipulation qu'il y ait eu, c'est ça, mais il n'a pas été manipulé pour attaquer le roi, du tout. Ça a été un geste d'un homme d'honneur, la leçon d'un homme d'honneur à un homme déshonoré, d'un père de famille à un roi vraiment corrompu, quoi. Au sujet des affaires de pédophilie que vous avez mises à jour, avez-vous pu faire des rapprochements avec des événements récents? Oui, absolument. Ouais. Ce que j'ai découvert sur les trafics d'enfants, parce que pédophilie ou autre chose, ce que j'ai découvert, c'est que à partir de Louis XIV est créée une institution qui s'appelle l'hôpital général, dans laquelle vont être enfermés sous l'autorité unique d'une administration close, au recrutement clos, c'est-à-dire qui ne se recrutent que les uns les autres en circuit fermé, tous les enfants sous tutelle du royaume, c'est-à-dire tous les enfants qui sont sous tutelle parce que orphelins ou parents trop pauvres ou enfants de parents pauvres, etc., sont tous enfermés dans une institution qui est la destination finale de ces gens-là, et ils sont sous la tutelle exclusive des administrateurs de l'institution. C'est-à-dire c'est une espèce de monstruosité qui se met en place sous Louis XIV. Un enfant entré comme enfant trouvé ou enfant orphelin ou enfant quoi ou qu'est-ce, dans l'institution qui s'occupe de lui, a comme unique tuteur les administrateurs de l'hôpital général. J'ai étudié les registres d'entrée et de sortie de cette gigantesque institution qui s'appelle l'hôpital général. Gigantesque, c'était une administration absolument tentaculaire
qui avait des ramifications absolument dans tout le royaume. En étudiant les registres d'entrée et de sortie, à la fois sur Auxerre, un petit peu, mais sur Paris énormément, j'ai vu que cette institution se livrait à un épouvantable trafic d'enfants. C'est-à-dire que des enfants entrent dans l'institution, ce qui est leur but, ils en sortent, ce qui est impensable. Le sortir de l'institution n'est prévu à aucun moment par les statuts. Un enfant qui entre dans l'institution est censé y grandir et devenir adulte et en sortir avec éventuellement un métier ou un contrat de mariage ou un contrat d'apprentissage ou quoi que ce soit. Des enfants qui entrent dans l'institution n'ont pas à en sortir. Il n'y a plus de destination de sortie. J'ai mis à jour des milliers et des milliers et des milliers de sorties, non pas suspectes, c'est pire que suspectes, c'est potentiellement criminel. Vers où, vers quoi ? Impossible à dire pour le moment. Mais l'institution qui s'occupe des enfants sous tutelle est une institution qui se livre à des trafics inouïs, jamais étudiés. Je l'ai mis à jour, d'accord ? Bon, j'ai pas eu un entrefilet dans la presse pour avoir sorti La Marche Rouge, toujours disponible, continue de se vendre, merci. Donc, ce que j'ai mis à jour, c'est que vraiment l'institution s'occupant d'enfants sous l'Ancien Régime se livre à un trafic inimaginable. Je veux dire, je montre que des enfants entrent dans l'institution à l'âge de 5 ans. Ils ont été abandonnés au berceau, donc ils ont vécu du berceau à 5 ans dans l'institution des enfants trouvés. Ils arrivent à la Salpêtrière, 3 mois après, ils sont morts. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ? Comment a-t-on vécu jusqu'à 5 ans, survécu jusqu'à 5 ans à l'abandon, et comment meurt-on en 3 mois ? Il meurt de quoi ? Et le livre des décès, c'est absolument ahurissant. Vous avez dans le livre des décès de la Salpêtrière, vous avez les vieilles femmes et les enfants de 5 ans. On peut savoir de quoi ils meurent. Je veux dire, c'est monstrueux. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je faisais mes recherches, moi je regardais, alors je laissais filer les années, je passais 50, 51, 52, hein, puis je me suis dit, mais c'est fou quoi. Ah ben vivement la Révolution française, ben évidemment, parce que moi, bêtement, j'ai cru que la Révolution française, ça allait être le peuple qui allait, bah tiens, à la Révolution française, on a renversé les anciens, on a remis les nouveaux, ça n'a jamais été dénoncé. Et qu'est-ce qui fait croire que ça a terminé ? Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle on pourrait supposer que les trafics d'enfants dans les services sociaux, ça s'est arrêté ? On peut savoir à quel moment ça a été dénoncé pour que ça s'arrête ? Je vais vous dire, on peut remonter encore plus loin. Vous savez qui c'est qui s'occupait ici dans Lyon des enfants trouvés longtemps avant le siècle de Louis XIV ? Il y avait les Templiers. Les Templiers, ça vous rappelle rien ? Des gens qui n'obéissaient qu'à eux-mêmes, qui étaient sous l'autorité directe du pape, qui étaient banquiers riches à millions, qui étaient au-dessus de la mêlée, les élus, quoi. Vous savez, les gens, les supérieurs au commun des mortels. Riches, extrêmement riches, banquiers, tenant tout le monde sous leur coupe, sous la protection directe du pape, pour des bonnes et certainement des mauvaises raisons aussi, et qui s'occupaient des enfants. Et il ne fallait pas dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on est allé raconter à Philippe le Bel quand on lui a dit qu'il faut arrêter ces gens-là ? Oh bon, c'est bien que Philippe le Bel, c'était un gros vilain, qu'il voulait l'argent, etc. Mais moi, je vais vous dire, j'ai une info concernant les Templiers. Il y a un jour un gars qui est allé voir le roi et qui lui a dit des choses sous du secret sur ce que faisaient les Templiers. Et il paraît qu'en 24 heures, ils ont tous été arrêtés. À suivre, à fouiller, disons, à fouiller. Ce que je sais, c'est qu'un roi de France ne pouvait pas dénoncer publiquement un réseau pédocriminel. Aucun homme d'État n'a jamais publiquement dénoncé de réseau pédocriminel. Ça ne peut pas venir d'en haut. Donc, on accuse d'autre chose. Je suis persuadé, je ne peux pas le prouver, mais je lance la ligne, qu'il y avait des crimes contre les enfants qui ont été mis à jour et qui ont été, dont le roi de France, Philippe le Bel, a été informé. À suivre. Pouvez-vous nous parler de vos méthodes de travail ? Alors ça dépend sur quoi je travaille. Par exemple, je suis en train de faire un travail de fond, mais qui ne pourra pas être publié maintenant, parce que j'en ai encore pour très très longtemps, et je pense qu'il va y avoir des choses à publier avant, mais sur la situation de la population à la veille de la Révolution française. Donc, pour pouvoir trouver la façon dont vivaient les gens, il faut avoir accès à des éléments de leur vie quotidienne. Ça, ces éléments-là, on va les trouver dans un procès, par exemple. Parce que quand un procès a lieu,
pour telle ou telle raison, on a droit à tous les détails concernant les personnes inculpées, les témoins. Dans un procès, il y a tout. Dans un procès, on voit surgir la vie. Alors, c'est la vie des gens au moment où il leur arrive des emmerdements. Mais quand même, à partir d'un procès, on a une vision très très précise de la façon dont vivaient les gens. Et j'ai étudié plusieurs procès, je suis en cours d'étude de plusieurs procès. Comment est-ce qu'on connaît l'existence de ces procès? En matière d'histoire, il faut d'abord faire confiance à des historiens qui sont passés avant, qui ont parlé de tel ou tel sujet. Ces historiens, s'ils ont fait un travail sérieux, ce qui est le cas des historiens en général, ils citent leurs sources. On remonte à la source. Une source, ça peut être un autre livre, donc on prend l'autre livre en référence, et dans ce livre, on va trouver la source, par exemple, tel procès à tel endroit. Donc là, à ce moment-là, je vais aux archives, je sors le procès et je commence à étudier dessus. C'est ce que j'ai fait pour les enlèvements d'enfants, c'est ce que j'ai fait pour différentes émeutes de la gare des Farines, et également sur une émeute très importante qui a cours pendant la Révolution, et c'est les choses sur lesquelles j'ai un travail en cours. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire confiance aux sources? La source qui se trouve dans les archives, pas lui faire confiance, c'est pas comprendre ce qu'on fait. Ce qu'il y a, tous les témoignages d'un procès, toutes les dépositions, c'est ça, c'est avec ça qu'on fait de l'histoire. Maintenant, faire confiance aux historiens, non. Il n'y a pas de raison, a priori, de faire confiance aux historiens, mais il faut savoir, il faut faire confiance au fait que ce n'est pas une question de confiance. Un historien, il a donné un certain travail, et son travail consiste à donner une information et à la sourcer. C'est à partir de ce travail-là qu'on fait. Un historien ne peut pas travailler sans les autres historiens. Un travail d'historien, c'est un travail collectif. Le travail que je fais aujourd'hui, je le fais avec tous les historiens qui m'ont précédé. Mais un travail d'historien ne peut pas consister à compiler ce qu'ont fait les autres et en faire une synthèse. C'est pas ça. Il faut avoir lu tout ce qu'ont écrit les autres sur un certain sujet et après rajouter sa patte personnelle, aller chercher là où les autres n'ont pas cherché. Par exemple, quand je me suis intéressée aux archives de l'assistance publique pour aller chercher ce que devenaient les enfants enlevés en 1750, j'ai commencé par lire tout ce qui avait été écrit par les historiens qui m'avaient précédé. Absolument tout. J'ai fait une lecture exhaustive de tout ce que j'avais trouvé aux archives de la PHP. Et là-dedans, il n'y avait pas, personne n'avait fait le travail de la destination de tous les enfants qui entraient dans l'institution. Il y avait eu différents travaux qui avaient été faits sur l'origine des enfants entrant dans l'institution, mais le travail exhaustif d'extraire ce qu'ils devenaient sur une période donnée à partir de leur entrée dans l'hôpital général, ça n'avait pas été fait. Et c'est là-dessus que cette vérité-là m'est apparue. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que maintenant, d'autres historiens, à partir de ce que j'ai fait, aillent chercher plus loin et aillent chercher encore, et que comme ça, la vérité va apparaître. Un travail d'historien, c'est forcément collectif. Je me suis amusée là récemment avec, amusée parce qu'on a passé un très agréable week-end avec des jeunes d'égalité et réconciliation de Bourgogne. On a passé un week-end à éplucher sur tous les livres destinés à la jeunesse qu'ils ont trouvés dans la bibliothèque municipale dans leur région, c'est-à-dire à Dijon et autour. Ils ont ramassé tous les livres à destination de la jeunesse et on s'est amusé à éplucher, à regarder ce qui était dit pour les Lumières et la Révolution. Ça vaut son déplacement quand même. Ça. Il faut voir ça au moins une fois. L'histoire, c'est ce qui sort des textes. Qui dit quoi, à quel moment? Un livre d'histoire qui dit ça, c'est une déclaration de un tel, ça c'est une étude, ça c'est ça de l'histoire. Alors que tous les livres qu'on a regardés à l'usage des enfants, ce sont des idées toutes faites, des poncifs, des âneries qu'on dit, et à la veille de la Révolution, le peuple n'en peut plus de faim. Pourquoi il a faim? On peut savoir pourquoi il a faim. Et le peuple ne veut plus de l'absolutisme royal. Qui c'est qui a dit ça? Qu'est-ce qu'ils en savent? C'est n'importe quoi. C'est du bourrage de crâne. On dit n'importe quoi aux enfants. C'est consternant. C'est consternant. Et alors quand vous prenez tous ces trucs-là et que vous passez à côté avec des déclarations de celui-ci, des déclarations de cela, on est en droit de se dire qu'il y a une édition à l'usage des enfants qui consiste à leur mentir. On ment aux enfants. On écrit pour les enfants des livres mensongers. Mensongers. Voilà. Il fallait que cela soit dit. Quel est votre avis sur la situation israélo-palestinienne? Je pense que je ne peux pas dire qu'Israël a mangé son pain blanc parce que je ne suis pas sûre que les Israéliens aient beaucoup mangé de pain blanc. Je ne vois pas la fin de la souffrance des Palestiniens pour bientôt, mais je pense qu'ils ont, au niveau des cœurs, ils ont gagné, les Palestiniens. Je pense que les gens ont compris qui ils étaient. Moi, j'ai vraiment vécu dans ma jeunesse l'idée que les Arabes avaient tort et que les Juifs avaient raison. Je pense que maintenant, c'est terminé, ça. Je pense que le public, largement, le public libre de sa pensée, hein, je ne parle pas des abrutis qui redébitent le prêt-à-penser, mais d'une façon globale, je pense que les Palestiniens ont gagné la partie et que les Israéliens l'ont perdu de ce point de vue-là.
Sur le terrain, c'est encore les Israéliens qui tiennent la dragée haute. Je me fais un peu de soucis pour le peuple israélien, parmi lesquels il y a beaucoup de gens que j'aime. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et je ne pense pas que je les reverrai, parce que maintenant les choses se relâchent, mais je sais qu'il y a des gens bien là-bas et je ne suis pas très optimiste pour ce qui va leur arriver. Alors comme je disais récemment, d'abord ils se sont construits un mur au milieu de leur territoire, derrière lequel un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'ils veuillent passer et le passage sera fermé. Quand on construit 350 km de mur sur 8 mètres de haut, avec de temps en temps un passage par une route, quand les foules voudront passer de l'autre côté, les foules, elles s'écraseront dessus. Et je pense que c'est ça qui va se passer pour les Israéliens. C'est pas ce que je leur souhaite, mais de toute façon, c'est ça qui se dessine. Je pense que dans le projet sioniste, il n'y a pas la place pour un peuple juif épanoui et heureux. Je pense que les juifs sont au service du sionisme et pas l'inverse. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais quand je l'ai compris, c'est devenu aveuglant et je ne reviendrai pas là-dessus. Les juifs ont été utilisés à réaliser le projet sioniste et le sioniste n'a pas été là pour venir en aide aux juifs, clairement. Bon, je sais que je mérite la mort, anti-machin, anti-truc. Les gens qui savent que je suis savent ce que je pense et ils savent que c'est pas la haine qui m'anime. Ceux qui voudront y voir la haine seront priés de regarder la leur. Voilà. On vous reproche votre rapprochement avec Alain Soral. Des commentaires? J'ai des gens qui sont venus ici un jour et qui m'ont dit « Mais enfin Marion, comment est-ce que quelqu'un comme toi, tu peux être avec ce nazi ?» Ben, si c'était ça les nazis, méfiez-vous quand même, parce que la comparaison, il faut qu'elle faille des deux côtés. C'était ça les nazis? Méfiez-vous quand même de ce que vous dites. Alain est un garçon courageux, un homme de cœur, d'engagement. C'est quelqu'un de très très bien. Alain Soral est quelqu'un de très bien. C'est pas uniquement parce qu'il est le premier à m'avoir tendu la perche. C'est aussi parce que je vois ce qu'il est. Alors si c'était ça les nazis, vachement ça. Ah non, on peut dire des choses pareilles. Concluez vous-même. Vos recherches révèlent des informations sans précédent sur cette période. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a tous les précédents. Moi, j'ai fait des études trop isolées. J'ai fait mes études à partir d'ici. Donc, j'allais à la fac une seule journée par semaine, donc 9/10 dans les bibliothèques et les dépôts d'archives, et puis le soir à la fac, 1h30 avec le prof. Donc, j'ai vraiment fait... Je ne suis rattachée à aucune école. Vous savez, ne me posez pas trop de questions sur les différentes écoles. À la limite, je vais vous dire, je ne les connais pas. Donc, c'est pas... Non. Moi, je fais de l'histoire à partir des textes. Et j'ai lu quand même, je lis quand même ce qu'écrivent les historiens sur tel ou tel. Bon. Mais pour ce qui est de dénoncer Voltaire, par exemple, mais Voltaire est dénoncé depuis qu'il existe. Depuis que Voltaire écrit, il s'est trouvé des gens pour dire que c'était un affreux. Depuis toujours. Depuis toujours. Il y a toujours eu des gens pour le dire, pour l'écrire. Ça n'est pas repris médiatiquement. Mais dans les textes, on le sait. Bon. J'ai lu récemment, je vais vous donner c'est une question de médias, c'est pas une question d'édition. Vous voyez ce que je veux dire? On trouve tout sur Voltaire, mais il faut chercher pour tout. Alors d'abord, première chose, Voltaire, dans le texte, c'est hors de prix. Si vous voulez trouver du Voltaire non expurgé, parce que toujours Voltaire a été expurgé, d'emblée, même Condorcet, dès qu'il a commencé à vouloir éditer du Voltaire, il a viré tout ce qui était inadmissible, bon, pas publiable, bon, ça n'a pas arrêté. Vous avez l'édition la plus complète vraiment de Voltaire, c'est l'édition dont parle Henri Guillemin, de M. Besterman, qui était un Anglais, qui était fou de Voltaire, alors c'est extraordinaire. On doit à un amoureux de Voltaire la dénonciation la plus féroce de ce qu'a été Voltaire, c'est-à-dire la publication de ce qu'il a écrit sans censure. Alors que ce monsieur Besterman ait fait ce travail remarquable de publication in extenso de tout Voltaire sans la moindre censure par admiration, alors quand on voit ce qui sort quand c'est pas censuré, ça me laisse sans voix. Oh, bon, c'est comme ça. L'intégrale de Voltaire, il y en a 32 volumes à 50 € le volume. Vous trouvez ça où, vous? En bibliothèque, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allée chercher un volume, vous les sortez un à un, vous avez 1300 pages, d'accord? Et il y en a 32 autres à lire. Qui c'est qui va lire ça? Qui c'est qui va lire ça? Voltaire est inaccessible. Voltaire est hors de prix. Donc vous allez lire des gens qui ont lu Voltaire. Alors maintenant vous avez Internet. Vous savez que Voltaire a dit ceci, cela. Vous ouvrez les guillemets, vous faites la citation, vous fermez les guillemets et vous allez trouver des tas de trucs sur Internet, mais ça ne sera pas la version de Besterman. Alors un truc, vous cherchez votre référence, vous regardez où ça se trouve, vous allez en bibliothèque, vous cherchez Besterman et là vous comparez. Et moi j'ai trouvé un truc comme ça. Par exemple, je vais vous dire ce que j'ai trouvé.
À propos de l'affaire Calas, Voltaire a écrit une lettre qui dit « Si Madame Calas est coupable, qu'on la punisse. Si elle est innocente, aidez-la pour l'amour de Dieu. » Un truc comme ça, je résume. Donc, si Madame Calas, malgré tout ce qu'on en a dit, est coupable, qu'on la punisse, et aidez-la pour l'amour de Dieu. Ça, c'est dans la version disponible au grand public. D'accord ? Et dans Besterman, il y a marqué « Si Madame Calas est coupable, qu'on la brûle. » Et comment on trouve ça ? Alors, il y a des auteurs, alors moi je reviens, il y a 2 auteurs extraordinaires. Il y en a un, il s'appelle Michel Cuny. Ça fait des années qu'il se bat tout seul avec sa femme pour faire paraître des trucs comme ça. Alors évidemment, les grands médias ne le relaient jamais, etc. Il travaille d'arrache-pied, il a fait un travail fabuleux. L'or au prix du sang. L'or au prix du sang, Michel Cuny et Françoise Petit-Demange, c'est un travail extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un travail de compilation qui a dû lui demander un travail colossal, dans lesquels 90% du texte, c'est du Voltaire, les 10% restants sont ce que Michel Cuny et Françoise Petit-Demange s'autorisent à commenter pour nous. C'est de la dynamite, Achetez ce bouquin, il circule. Et Michel Cuny fait des vidéos également. Je vais tout de suite aller au vif du sujet en prenant un extrait d'une lettre que Voltaire adresse à un personnage dont il ne faut pas retenir le nom, la marquise de Bernières. Et ce qui est important à dire, c'est qu'à ce moment, il a 28 ans. Il lui écrit ceci. « Pour moi, madame, qui ne sait point de compagnie plus aimable que la vôtre, et qui la préfère même à celle des Indes, quoique j'y ai une bonne partie de mon bien, je vous assure que je songe bien plutôt au plaisir d'aller vivre avec vous. » Eh bien, à cette époque précisément, alors qu'il n'a que 28 ans, il est propriétaire de 3 actions de la Compagnie des Indes. 3 actions, on peut les évaluer. 3000 livres par rapport à nos 200 livres pour une année de travail, ça fait déjà quelque chose. Mais surtout, ça nous permet de voir que dès ce moment, Voltaire est intéressé finalement très directement par la traite des Noirs. Alors, je ne le suis pas sur tous ces trucs, parce que moi, je suis 18e siècle, et il fait d'autres choses aussi, notamment sur la dernière guerre et tout. Je ne peux pas le suivre là-dessus, il faut se spécialiser, sinon après, on ne fait plus rien de propre. Et il y a également un monsieur qui s'appelle Xavier Martin. Xavier Martin, qui est un universitaire, hein, c'est un professeur à l'université d'Angers, je crois, qui a écrit un bouquin mais explosif, Voltaire méconnu, explosif. Mais qui lit ce bouquin ? Qui lit ce bouquin ? Alors ça faisait des mois qu'on me disait « Marion, il faut que tu lises Xavier Martin ». Alors comme j'ai beaucoup de trucs à lire, je repoussais, j'ai dit « Ça y est, je vais m'acheter Xavier Martin ». Bon, je passe ma commande à la FNAC, Xavier Martin, Voltaire méconnu, disponible en stock, voilà, et votre truc sera débité au moment de partir, puis je surveille, au bout de 3 semaines, je dis « Bon, c'est bon là, la FNAC, 3 semaines pour… Donc je rebip, livre disponible. Ah, ben j'ai dit, si le livre disponible, ça va arriver. Alors, j'envoie un petit message, comme on me dit, donc, la FNAC, là. Oui, tout à fait, oui, 3 semaines de délai. Je lui dis, attendez, 3 semaines encore? Oui, alors 6 semaines de délai? Je dis, il est disponible ou pas? Oui, il est disponible. Je lui dis, hop, j'appelle l'éditeur, je dis, vous avez le livre de Xavier Martin? Oui. 48 heures après, je l'ai. Alors, ça veut dire quoi, ça, exactement? Ça veut dire quoi, exactement? Non, mais j'aimerais bien comprendre. En passant par la FNAC, c'est 2 fois 3 semaines sans être sûr de l'avoir, et en passant directement par l'éditeur, c'est 48 heures. Qu'est-ce qui se passe là? Comment on fait là pour avoir accès au livre? Maintenant, il faut passer par des réseaux. C'est complètement dingue. Non, je vais dire, vous voulez acheter un bouquin, passez directement par l'éditeur. Passez par l'éditeur, laissez tomber les libraires. Enfin, les libraires en ligne, hein, les libraires du coin, alors là, respect. Hein. Moi, je vais d'abord voir le libraire du coin, s'il l'a pas, mais franchement, c'est dégueulasse. Alors je dis, Xavier Martin, il a fait un travail absolument colossal. Avec vous, Xavier Martin, et avec cette époque, la Révolution française, je veux vous citer une phrase d'un historien qu'on a reçu ici sur le plateau, il s'agit de Jean de Vigry. Il y a dans cette volonté destructrice, plus qu'une volonté froide, on y trouve comme une haine satanique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors je crois que là, j'y ai déjà fait allusion, la violence première est une violence logique, une violence mentale, une violence au niveau des principes philosophiques, de la négation de toute vie intérieure en l'homme, etc., et de de la vocation de la révolution à s'immiscer et à s'introduire à la place de Dieu, disons, dans la tête des gens. Ceci dit,
les violences concrètes, sur quoi ça débouche. On leur part de sadisme, de rancœur sociale, de soucis de vengeance, etc. Et il est vrai que cette obsession de haine fait songer à quelque chose de diabolique. Et je pense spécialement, en l'occurrence, à Voltaire, qui est si haineux vis-à-vis de la religion chrétienne et d'une manière presque pathologique. Notamment, je pense à une courte phrase, une courte expression de Voltaire à propos, où il englobe ses frères les philosophes, et où il dit « Satan, notre père commun ». Satan, notre père commun, c'est pas le seul élément qui laisse songeur quant à une dimension diabolique chez Voltaire. Colossal sur les Lumières. Et je vous dis, j'ai presque honte de dire colossal, parce que ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas le niveau d'un monsieur Xavier Martin. Hein. Je veux pas avoir l'air de lui distribuer des bons points comme... Je suis plus modeste que ça. Je dis colossal parce que je m'incline, je suis ébobie, quoi. Respect, c'est fabuleux, fabuleux. Et on est obligé de passer par l'éditeur directement parce qu'à la FNAC, c'est 3 semaines de délai, plus 3 semaines, plus 3 semaines. Ça va bien. Alors j'ai regardé une fiche Wikipédia sur un travail qu'a fait Xavier Martin sur la Révolution française. Oui, mais c'est du machin, c'est du cateau, c'est du truc, ça va, j'ai compris. Quand on commence à attaquer l'étiquette du gars, au lieu de s'en prendre à son travail, j'ai compris. Il faut arrêter maintenant. Le travail d'un historien, c'est ce qu'il produit. Cette préférence à l'information est due à du laxisme, de la maladresse, de la bêtise, ou bien est-ce volontaire? Je pense que c'est volontaire, et puis la bêtise se rajoute par-dessus. Il y a vraiment un désir que la vérité soit pas dite. Il y a une organisation qui fait que la vérité soit pas dite. C'était quoi le deuxième truc? Le laxisme, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Il y a des gens qui disent « Ah bah oui, malin. » Bah oui. Non, je pense qu'il y a vraiment un désir que les gens ne sachent pas. Il y a un désir que les gens ne sachent pas. Et je pense que la lâcheté dans certains milieux, c'est la bassesse, c'est ce qu'il y a de mieux partagé, quoi. On nous embrouille, on nous ment. Toute l'organisation politique, qui est la nôtre, qu'on nous présente comme démocratique, est fondée sur des mensonges. Il est bien évident que dès que suffisamment de gens vont avoir conscience de l'imposture, ils vont cesser de se laisser faire, et le nouvel ordre mondial va passer aux oubliettes de l'histoire. Qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend que c'est comme ça et c'est pas autrement et que ça peut pas être différent. Ah bah si. Ah bah si, justement. Je pense que rendre les gens ignorants, esclaves et dépendants, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens dont c'est le but. Et moi, je fais partie, comme vous, comme les gens qui nous regardent et que je salue, de ceux qui veulent que ça cesse. L'humanité est là pour être heureuse, pas pour lécher les bottes d'une petite élite autoproclamée de salopards pervers polymorphes et tout ce qu'on veut, qui ont décidé qu'ils étaient supérieurs à moi. Personne n'est supérieur à moi. Je suis supérieur à personne et personne n'est supérieur à moi. Quel parallèle faites-vous entre les mensonges que vous avez découverts et ceux que l'on pourrait éventuellement entendre aujourd'hui dans les médias? C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Dans Mes braves gens, on s'occupe de vous. Moi, le mensonge le plus, celui qui m'agace le plus en ce moment, parce que je suis dessus, c'est tout ce qui a trait à l'Église catholique. Ah, ça, c'est absolument invraisemblable. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique, donc quand j'étais jeune, j'étais tout à fait catholique militante, et puis j'ai appris, voilà, j'ai appris. J'étais bête, je pensais que l'Église c'était quelque chose de bien, j'ai appris que la pédophilie c'est venu après, mais que l'Église c'était l'Inquisition, que l'Église elle brûlait les gens, que l'Église elle voulait empêcher les gens de s'épanouir, que le but de l'Église c'était la domination, etc. Puis j'y ai cru, c'était bien rentré comme ça, j'y ai cru. Alors, je faisais partie de ces cathos pendant un temps qui disaient « Moi, je suis catholique parce que je crois au message évangélique, parce que c'est quand même un peu la base, hein. C'est quand même un petit peu, un rien. Bon, c'est quand même le message de Jésus. Mais je suis contre l'Église. » Et il y a plein de cathos en France qui sont comme ça. Ils sont catholiques, mais quand même contre l'Église. Pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce qu'on leur a tellement fait rentrer dans la tête que l'Église a commis tous ces crimes dont on leur fait la liste, qu'ils se disent « Ben oui, mais donc on n'est pas d'accord avec ça. » Mais mensonge, bon Dieu de bois, mensonge. Il faut reprendre un à un tous les crimes qu'on impute à l'Église, mais un à un et voir qui, quoi, quand. C'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. La domination de l'Église sur les âmes à l'époque de l'Ancien Régime, ça me fait rigoler. Je demande un exemple. L'Église, paraît-il, a censuré Diderot. Ah bon, c'était l'Église qui dirigeait
le ministère de la librairie. Ah bon? Comment est-ce que l'Église a pu censurer Diderot? Ah oui, l'Église a donné son avis en disant qu'elle condamnait alors elle n'a pas le droit. Quand l'Église donne un avis sur une publication, on appelle ça censurer. Mais quand l'encyclopédie dit ce qu'elle pense de l'Église, c'est quoi ça? Mensonge, mensonge, mensonge. Il est temps que les cathos se réveillent, là. Il est temps que les cathos se réveillent. Quand les catholiques sincères, je dis pas les catholiques organisés comme... les gens qui se sentent comme moi, imprégnés de tout ce catholicisme qui a fait notre pays, quand ils vont se réveiller, on va remettre les pendules à l'heure, on va arrêter de mentir comme ça. Hein. Et il est temps que les catholiques se réveillent. On n'a pas séparé l'Église et l'État. À la Révolution française, on a soumis l'Église à l'État. Avant la Révolution, l'Église était autonome. Par le biais de la dîme qu'elle percevait et dont elle restituait les bénéfices en termes de tous les services qu'elle rendait à la population, elle était indépendante de l'État. À la Révolution française, on a fait la constitution civile du clergé. On a soumis l'Église à l'État. Donc on n'a pas séparé les pouvoirs, on a lié les pouvoirs à la Révolution. On a fait l'inverse. Comme il y a eu la guerre civile, ben oui, la guerre de Vendée, tout ça, il y avait des soulèvements partout. Napoléon a dit, bon, on va arrêter le truc, on va faire un concordat. Un concordat. C'est-à-dire qu'il est allé chercher le pape, il lui a mis le fusil sur la tempe en disant, vous allez signer là. On ne vous rendra pas tout ce qu'on vous a volé, mais en échange, on vous laisse l'éducation. Et pour le reste, toute l'Église est soumise à l'État. Toute l'Église est soumise à l'État. Le choix des prélats, la rémunération des prêtres, c'est l'État qui s'en charge. C'était pas comme ça avant. Donc, avant la Révolution française, il y a séparation de l'Église et de l'État, et après la Révolution française, il y a soumission de l'Église à l'État. Et en 1905, on arrive et dit on va venir à bout de siècles et de siècles de domination de l'Église. Mais de rien du tout. D'un siècle de concordat obtenu par la violence. Eh ben voilà, faut le dire. Faut le dire. Debout les cathos, là, arrêtez de vous laisser embrouiller. Et je vous dis pas d'aller à la messe, ça n'a rien à voir. Chacun croit comme il veut. Oh là, j'aurais voulu avoir l'évangile, là, pour citer quelques trucs, là. Il y a des merveilles là-dedans. Il y a des merveilles là-dedans. Je suis effarée, je pense que, non, je sais pas quoi dire là. Je suis je suis triste, je suis perplexe, je pense que parallèlement à ça qui est grave, dont je ne sais absolument pas ce qui va sortir, je sens qu'il va y avoir un réveil de gens comme moi. Je me prends un peu comme pas comme un poisson pilote, comme un... Oh, je ne sais pas comment dire. En général, ce que je ressens, c'est avant que ça se passe, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai été alertée des affaires de pédophilie 4 ans avant l'affaire Dutroux. C'est-à-dire, j'ai commencé à parler de réseaux pédophiles et trucs comme ça qui m'ont mené à mes recherches, hein, puisque j'ai voulu comprendre les enlèvements d'enfants. 4 ans avant que la pédophilie se mette sur les... Je sens les trucs. Voilà. Et j'ai l'impression que la France catholique sincère, les vrais, quoi, les vrais, elle va se réveiller. Elle va se réveiller. La France des braves gens. La France des braves gens qui veulent pas que le profit passe avant le bien commun. Et qui considèrent que l'amour du prochain, c'est la base, c'est l'alpha, c'est l'oméga. Et qu'au-dessus, c'est le soleil. Quel était le rôle de l'école avant et pendant la Révolution française? Quel est-il aujourd'hui, selon vous? L'Église, c'est toujours elle qui a fait la classe. C'est toujours l'Église qui a fait l'école. Alors, axiome numéro 1. Avant, les enfants, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, et puis la formulation, elle était complètement analphabète. Ah bon? Tiens donc, c'est pas vrai. Il y avait des écoles partout en France et c'était l'Église qui s'en chargeait. Donc l'Église a toujours enseigné à lire, à écrire et à compter aux enfants de France. Toujours. Alors ça, moi, si on me le dit, je suis pas obligée de le croire, mais quand je fais une étude sur les enlèvements d'enfants à Paris et que j'ai 1 témoignage, 2 témoignages, 10 témoignages, 15 témoignages qui dit mon petit a été enlevé au retour de l'école et les enfants s'en sont pris à des enleveurs d'enfants à la sortie de l'école et que j'ai dit témoignage du maître d'école qui dit ce matin j'avais la moitié de mes élèves parce que etc. Je vois bien qu'il y avait des écoles partout et que les enfants allaient à l'école et ils allaient pas à l'école pour apprendre qu'il fallait se soumettre au roi et puis qu'il fallait être gentil avec les possédés.
précédents, ils apprenaient à lire, à écrire, à compter, ils apprenaient qu'il y avait un Dieu, ils apprenaient qu'il y avait Jésus, ils apprenaient qu'il y avait la Sainte Vierge, ils apprenaient le corpus de ce qui est notre culture, notre civilisation, notre monde, et ils apprenaient à lire, à écrire et à compter. Et tous les gens que j'ai vus dans tous les témoignages des enlèvements d'enfants, il y en a les 3/4 qui signent correctement. Donc s'ils signent, c'est qu'ils ont appris à écrire. Et s'ils ont appris à l'écrire, c'est qu'ils étaient à l'école. Et la fille de Damien a été enlevée sur le chemin de l'école. D'ailleurs, elle était enlumineuse, donc elle savait bien écrire. L'école a été reprise par... Oui, puis avec tout l'école de Jules Ferry. Alors on dit, l'école sera gratuite, laïque et obligatoire. Alors gratuite, elle l'était déjà. Laïque, elle ne l'était pas parce qu'elle était religieuse. Je vois pas en quoi c'est mieux, et obligatoire. Il y avait une obligation de faire des écoles dans l'Ancien Régime. Il n'y avait pas d'obligation d'y envoyer ses enfants. C'était pas la loi d'envoyer ses enfants à l'école, mais c'était la loi de leur mettre à disposition une école. C'est-à-dire que l'obligation scolaire était l'obligation de mettre à disposition des parents des écoles pour leurs enfants. Et moi qui ai bien étudié ce que c'était que la misère, j'ai étudié sur les institutions d'aide aux plus miséreux, aux pauvres, quoi, hein, sous l'Ancien Régime, puisque ça menait à l'hôpital général et toutes ces affaires-là. J'ai vraiment été à même d'étudier des textes où on pouvait voir quels étaient, dans les campagnes et chez les gens miséreux, les désirs des parents. Les désirs des parents, c'est, vous venez au secours de leurs enfants, faites en sorte qu'ils puissent aller à l'école. Faites en sorte, voilà, on n'a pas assez à manger, mais si vous envoyez le petit dans une institution, assurez-vous bien qu'il pourra apprendre à lire et à écrire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'obliger les parents à envoyer les enfants à l'école, c'était leur rêve. C'était leur rêve. C'était que mon petit apprenne à lire et à écrire. J'ai notamment une histoire, oh, c'est tellement triste, c'était en 1750, c'est une malheureuse, oh, la veuve Héninck. Je raconte ça dans, oh là, c'est tellement triste cette histoire. C'est une malheureuse veuve qui était blanchisseuse et je l'ai racontée sous forme romancée dans mon livre sur Damien, mais c'est une histoire authentique. C'est une malheureuse veuve qui un jour, on vient tambouriner chez elle et on vient lui dire debout, levez-vous, on vient chercher votre gamin. Elle dit, mon gamin de quoi? Et ils sont venus enlever son gamin chez elle. Et ça faisait plusieurs jours qu'il y avait un flic qui la harcelait, puis qui lui disait vous êtes disputé avec votre gosse et tout. Enfin, il y avait des flics qui étaient autour d'elle et autour du gosse. Et le but, c'était d'enlever le gamin. Et ils ont inventé n'importe quoi pour lui enlever ce gamin. Bon, alors, il y avait des machins, il y avait des réseaux de pédérastie. Enfin bon, tout ça, c'est avéré. Hein. Tout ça, c'est avéré, c'est clair. Enfin bon. Et ils ont fini par lui enlever son gamin en l'accusant après coup d'avoir volé des mouchoirs à la sortie de la mettre, des trucs comme ça. Et cette malheureuse veuve, elle est allée dans tous les coins. Alors son gamin, à la fois, il allait à l'école le matin et puis l'après-midi, il l'aidait. Elle était blanchisseuse, alors il lui portait le linge. Enfin, il aidait maman, quoi. Et elle a fini par savoir qu'il l'avait mis à Bicêtre et puis je sais pas où. Moi, je l'ai retrouvé, son gamin. Oh, c'est infernal. Je l'ai retrouvé, son gamin, il a été mis à Bicêtre. Elle était obligée d'aller de Paris à Bicêtre, il y en avait pour 6-7 kilomètres. Puis, mais rendez-moi mon gosse, mais qu'est-ce qu'il a fait et tout. Elle était seule. Oh, c'est infernal. Et j'ai retrouvé le témoignage où elle disait, mais surtout qu'il aille bien à l'école, hein, surtout. Et elle payait à Bicêtre des salopards, elle payait pour qu'il lui assure des cours, pour qu'il puisse lui, alors que c'était, bien évidemment, c'était inclus dans les budgets de Bicêtre d'apprendre à lire, à écrire, à compter aux enfants. Donc il lui fait, oh là 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 là, il lui prenait de l'argent pour... Et son obsession, c'était que mon petit, quand il sortira, au moins qu'il n'ait pas perdu son temps et qu'il ait appris qu'il était à l'école. Bon, faut arrêter maintenant avec ces histoires d'école, d'accord? Faut arrêter avec cette histoire d'école. Nos aïeux, ils savaient lire, écrire et compter. La littérature n'a pas commencé en 1789, que je sache. Et les gens voulaient que leurs enfants aillent à l'école. Il n'y a pas eu besoin de rendre l'école obligatoire. Par contre, c'est vrai que de la rendre obligatoire laïque, ça c'est clair. Pour faire passer le machin républicain et que la vie a commencé en 1789. C'est bientôt fini, ça. Hein. Il n'y en a plus pour long. Hein. Il n'y en a plus pour long. Le mythe de 89, là, à mon avis, encore quelques années, il va plus rien rester. Mais c'est pas, il va plus rien rester. Je suis pas pour qu'on remplace un mythe par un autre. Là, faut aller aux sources. Mais il y a des gens sur Internet, des petites gamines qui me disent où est-ce que je peux trouver ça? J'ai dit allez chercher sur Google. Ah j'ai trouvé un truc. Regardez, Madame Sigaud, j'ai trouvé ça. Je lui dis non, ce que tu as trouvé, c'est ce que j'ai dit. Elle me dit c'est pas bien. Je lui dis non. Trouve la source de ce que j'ai dit. Alors elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. Et hop, j'ai dit, ça y est, t'as compris maintenant. Et tu continues comme ça. Connaissez-vous le mouvement des récentistes? Si oui, qu'en pensez-vous?
Oui, oh, c'est n'importe quoi. Les récentistes, ils vous racontent qu'il y a 1000 ans de trop dans l'histoire. Ben, comme par hasard, c'est les 1000 ans de christianisme triomphant sur l'Europe. Non, allez, arrêtez avec ça. Les récentistes, c'est pas des historiens. Quelqu'un qui fait de l'histoire, c'est quelqu'un qui est historien. Bon, alors on peut être historien diplômé ou historien amateur, mais le principe de l'histoire, c'est de remonter le fil à partir de documents. J'ai lu plusieurs trucs récentistes, je me suis appuyé de le lire. Quand on n'a pas envie de hurler de rire, on a envie d'envoyer une paire de claques, quoi. Non, non et non. Non et non. C'est du délire. C'est du délire qui conclut d'ailleurs que maintenant, une fois qu'on aura bien démontré tout ça, on comprendra que l'Église par-ci, l'Église par-là, c'est encore une attaque contre l'Église catholique, ça. Qui est présenté d'ailleurs comme ayant financé des moines qui auraient recopié des codes. Ah, rien. Non, non, pas de temps à perdre. Par contre, pas de temps à perdre, mais j'aimerais bien, comme il s'agit du Moyen-Âge, j'aimerais bien que des gens, j'aurais pas le temps de le faire et je ne suis pas médiéviste, j'aimerais bien que des gens se mettent en contact, que des médiévistes se mettent en contact entre eux pour reprendre ces trucs-là et les démonter une bonne fois. Mais je crois que les médiévistes, pour l'instant, ils haussent les épaules en disant qu'ils n'ont pas de temps à perdre, mais si, il y aura peut-être un travail à faire. Appel aux historiens médiévistes. Faites un truc là quand même. Essayez. Moi, si je pouvais, si c'était ma période, ça serait déjà fait. Mais je ne vais pas me lancer dans le Moyen-Âge compte tenu de ce que ça implique comme lecture que je ne ferai pas par ailleurs. Donc, appel au peuple, cassez-moi ce truc-là, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, je pense que c'est très très mal intentionné. C'est très très mal intentionné. Et séduisant. Je comprends que des esprits ouverts, et ça j'en connais, hein, j'ai parmi les gens que j'aime bien, des gens qui disent non, non, il faut voir, c'est des gens que je respecte, donc je pense qu'il faut aider ces gens-là à ouvrir les yeux, il faut être historien pour ça, donc appel aux historiens médiévistes. Concernant l'avenir, et compte tenu de votre connaissance de la Révolution française, pensez-vous que les conditions actuelles sont réunies pour déboucher sur une situation identique à celle de 1789 ? Non, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Je pense qu'il y a eu... La Révolution, c'est des gens qui ont décidé de renverser un pouvoir protecteur pour le remplacer par un pouvoir par l'économie de marché. Donc c'était pas le peuple, ça venait pas de la base, c'était vraiment organisé en élite. C'est l'élite qui s'est organisée, hein. C'est l'élite qui s'est organisée. Alors il y avait l'élite religieuse, ceux qui étaient élus, qui avaient la grâce, et puis il y avait l'élite intellectuelle, agnostique ou déiste. Enfin déiste, c'était une tarte à la crème, c'était pour pas avoir l'air de... Enfin bon, ceux qui ne se référaient pas à Dieu et qui se référaient à la raison. Ces gens-là ont voulu renverser le trône et l'autel, ils l'ont renversé. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que toutes ces élites sont au pouvoir, ils tiennent absolument tout, et c'est la base qui monte. C'est la base qui monte, c'est le peuple. Ça ressemble à rien de ce que j'ai connu, de ce que j'ai étudié. Ça ressemble en rien, en rien. Je vois pas. Non, je pense que les dictatures, on les a eues. Les dictatures, Non, je pense que ce qui se prépare, ce qu'on est en train de vivre, c'est totalement inédit. Je pense que c'est totalement inédit. Le retour d'un roi, ben, si le peuple reconnaît en quelqu'un, je ne sais pas. Personnellement, ça ne me choquerait pas. Ce n'est pas ce que je désire ni ce pourquoi j'œuvre. Mais si ça se présente et que les gens le veulent, ben moi je suis une grande démocrate, une vraie, là. Hein, Vox Populi, Vox Dei. Je ne sais pas ce qui peut se présenter. Ce que je sais, c'est que ça me semble être non pas comparable à ce qui s'est passé en 89, mais pratiquement l'inverse. Hein. Moi, je verrais ça plutôt, je peux me tromper, mais je verrais ça plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été écrasés à cette période-là, ils remuent encore. Vous parlez de quelque chose d'inédit. Comment voyez-vous ça ? Les réseaux d'information, ce que vous faites là. Regardez, moi, pendant 30 ans, j'ai pas fait une télé, jamais on a relayé. J'ai écrit des bouquins dont on me disait qu'ils étaient vachement bien. Personne ne les relayait, personne. J'ai été ostracisée, j'ai été complètement mise à l'écart. Voilà, je rencontre un gars courageux qui s'appelle Alain Soral, qui me passe la parole, et blam, ça y est, ça fuse de tous les côtés. Ça veut dire que j'ai véritablement un public, ça veut dire que mon intuition est la bonne, ce que je dis, il y a un public pour l'entendre, et si on m'a empêché d'atteindre le public, c'est que ce que je dis est important. Donc, ça veut dire que je dis pas que je suis importante, hein, je suis un élément du truc, mais je sais très bien que je ne suis pas la seule, on est quand même des milliers. Tout ça, ça circule, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et moi, j'ai fait les 2 manifestations contre le mariage pour tous. Dans des manifestations comme ça, on reste des heures dans la rue, on parle avec les gens, on parle. C'est la France profonde qui vient de tous les coins. On parle. Et qu'est-ce qu'on entend ?
arrêtez les médias, coupez la télé, jetez les journaux. Il n'y a même plus besoin, les gens n'allument plus la télé, ils allument leur écran d'ordinateur, ils lisent plus les journaux sont super subventionnés. Moi, j'y ai pris l'avion récemment pour aller en Algérie, on m'a donné un journal, j'ai regardé comme ça, et j'ai dit non, j'ai pas besoin. Je regarde plus la télé. Depuis le premier tour de la présidentielle, j'ai pas rallumé la télé. Si, je l'allume parce que j'ai mon ordinateur dessus. Je ne regarde plus la télé. Et alors j'ai rendu Canal+, j'ai rendu Canal Sat, et autour de moi, tous les gens à qui je dis ça me disent tiens, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et c'était flagrant pendant la manif pour tous, parce que c'est vraiment, c'est un grand bain de braves gens qui se retrouveraient pas autrement. Mais c'est fou, hein, on parle, on discute. Vous avez rencontré quelqu'un à cet angle, cette rue-là, vous avez fait ci, et vous le retrouvez, c'est comme si vous le connaissiez. Alors on s'assied, puis on discute, puis on se prend pas les numéros de téléphone, rien du tout, c'est de la parole libérée comme ça. Et on se rend compte qu'on dit tous pareil. Il faut arrêter avec les médias, il faut arrêter avec la télé, il faut plus les croire. Et ça passera pas, ça ne passera pas. La marchandisation du corps humain, la négation de l'union d'un homme et d'une femme pour le remplacer par des... Ça ne passera. Les Français ne veulent pas de ça. Le peuple n'en veut pas. Je dis pas qu'ils vont pas réussir à nous l'imposer par la force, mais ça sera par la force. Et la force engendre la vent. Qui sème le vent récolte la tempête. Ils ne l'emporteront pas en paradis. Les Français ne veulent pas de ça. Et il n'y a pas que les Français. Il n'y a pas que les Français en ce moment. Moi, je parle pour ce que je connais. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer que tous ceux qui font l'opinion, le savoir, les médias et tout, sont totalement décrédibilisés et qu'ils sont moins nombreux que nous. On n'est plus nombreux. On n'est plus nombreux. C'est la fin d'un cycle. Quels enseignements pour l'avenir peut-on tirer de cette réhabilitation d'histoire? Je ne sais pas si je peux répondre là-dessus. Je ne crois pas. Ce que je crois, c'est qu'au regard de l'histoire, la Révolution française, c'est quoi? C'est 220 ans maintenant, 230 ans. Hein, de l'histoire de 230 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je pense que la France, pour parler de la France, mais on n'est pas isolé, mais la France a pu connaître des périodes de malheur et au moins aussi longues que ça, dont elle s'est remise. Hein, donc... non, je peux pas dire ce qui va se passer. Je peux pas dire ce qui va se passer. Je peux simplement dire que tous ceux qui nous ont enterrés, ils se sont trompés, on n'est pas morts. On n'est pas morts, on est toujours là. Mais je pense que ça sera plus comme avant. Je prône pas un retour au passé. Mais connaître le passé, c'est pas prôner un retour au passé. C'est savoir en retirer ce qui était bon, ce qui était bien, ce qui marchait bien. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y avait de bien dans l'Ancien Régime? C'est ça qu'il faut mettre à jour. Il y avait des choses qui étaient bien sous l'Ancien Régime. Pourquoi est-ce qu'on nous a diabolisés? Pourquoi est-ce qu'on nous a dit que la police des grains et la police des subsistances, c'était l'horreur? Comment il disait Turgot? Il disait les horreurs de la surabondance. La surabondance. Comme si les gens, quand il y avait surabondance, ils étaient horrifiés, ils n'étaient pas horrifiés. Ils mangeaient ce qu'ils avaient à manger, ils faisaient des réserves pour la fois suivante, et puis la fois suivante, il y avait sous-abondance, et puis on compensait par là. Ils disaient les horreurs de la surabondance. Mais évidemment, les horreurs pour celui qui voulait s'enrichir. Et puis comme la surabondance faisait qu'il n'arrivait pas à vendre assez cher, ils trouvent ça horrible. Et puis on nous vend ça comme la vérité. Eh bien, la vérité, elle est dessous. Vos prochaines recherches porteront-elles sur des périodes historiques différentes? Non, parce que je ne suis pas médiéviste. Je continue. Ah, moi, je continue. Ah, moi, je continue. Moi, je continue. Moi, je vais vous montrer ce que c'est que les débuts de la Révolution pour le petit peuple. La ménagère qui va... Ah oui, parce que la Révolution, c'est toujours des hommes. Ah, alors, j'ai lu ce week-end un bouquin qui explique qu'à la Révolution, les femmes, elles veulent à travail égal, salaire égal. Ah là 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 là, les conneries, c'est pas vrai. À la Révolution, les femmes, elles veulent du pain. Elles en avaient avant, elles veulent continuer. Qu'est-ce qu'elles sont allées faire, les femmes? Elles sont allées chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Elles sont allées chercher le roi à Versailles. Il lui a dit, maintenant, le roi, il revient à Paris. Et le roi, c'est le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Le roi est le père nourricier du peuple. La Révolution éclate et on dit, non, le roi n'est plus le père nourricier du peuple, c'est le marché qui va fixer le prix du pain. Et les femmes, elles vont à Versailles. Elles disent, tu reviens. T'es le roi. C'est les femmes qui dirigent qui mènent, elles ne dirigent pas, elles mènent toutes les émeutes populaires. C'est les femmes. Elles sont partout, les femmes. Elles sont partout. Moi, je suis très fière d'être française. Mes aïeules, qui ne sont pas Olympe de Gouges, ni machin et truc, j'en ai rien à fiche. Mes aïeules, c'était elles qui faisaient bouillir la marmite. C'était elles. Moi, tout ce que je sais faire, c'est ma maman qui me l'a appris. Et j'en suis très fière. Tout ce que je sais faire, c'est les femmes de ma lignée au-dessus de moi qui me l'ont appris. Et j'ai pas besoin d'être féministe pour autant. Être femme, c'est bien suffisant à mon bonheur. Je pense que quelqu'un qui voudrait m'expliquer que je vais être plus heureuse
comme executive woman que dans mes 4 murs que vous voyez là, c'est quelqu'un qui se fout de ma gueule. D'abord, j'ai pas besoin qu'on m'explique ce qui est bien. En plus, qu'un homme soit macho, je trouve que c'est aussi bien que d'avoir une femme féminine. Personnellement, un homme viril m'attire plus qu'un homme pas viril. Alors je vais vous raconter un truc. Moi, quand j'ai commencé, c'est pas quand j'ai commencé, j'ai toujours cherché à me brancher avec des gens pour discuter. Moi, j'ai été complètement isolé, j'ai été éjecté des médias, donc j'ai passé toutes ces dernières années à essayer de trouver avec qui je puisse communiquer. Je me suis branché à un moment donné avec des laïcards. Alors comme la laïcité, c'est quand même pour tout un tas de raisons que j'ai expliquées par ailleurs, c'est un peu ma tasse de thé, je me suis mise avec ces laïcards en me disant je vais essayer de leur apporter un petit peu de mes découvertes, en disant là où ils se trompent, je vais essayer de leur... Et alors je suis tombée sur des gens, une espèce de... Oh là là, le mec il se dit féministe, il est féministe, c'est dans son programme, il est féministe. Mais j'ai jamais vu un mépris pareil, un mépris. Ce mec qui promeut, alors il se dit féministe simplement parce qu'il refuse que les filles portent le voile, mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle si les filles ont envie de porter le voile? Je parle pas dans le cadre de l'école, on parle d'autre chose. Moi j'arrive d'Algérie, j'ai fait une intervention, il y avait plus de la moitié de femmes, et il y avait 9/10 de ces femmes-là qui étaient voilées, et j'ai pas trouvé des brels, et j'ai pas trouvé des imbéciles, mais respect. Ma grand-mère, elle portait un chapeau. Mon arrière-grand-mère, elle avait un foulard. Nos aïeules, elles portaient des bonnets. Moi, je suis obligée de me taper des brushings. C'est mieux, je suis libérée, moi. Quand la femme se bête le matin puis qu'elle se mettait un joli truc dans les cheveux, c'était moins bien que maintenant. Qu'est-ce qui nous emmerde avec les cheveux? Qu'est-ce qu'on nous emmerde avec ça? Donc, je me trouve avec cette espèce en communication avec cette espèce de... Oh là là, le connard, mais c'est pas possible d'être bête comme ça. Mais enfin bon, quand on cherche, on prend un peu ce qu'on trouve. Alors, il m'explique que laïcité, libération des femmes, parce que le foulard, la tête voilée. Bon, admettons. Voilà qu'à un moment donné, je lui donne une information qu'il n'avait pas. Comme il ne peut pas répondre, il me balance sur une de ses collaboratrices. Une espèce d'hystérique, j'ai jamais vu une connasse pareille. Mais n'y connaissant rien à ce que je disais, elle se met à m'insulter et tout. Je me retourne vers l'autre en disant et ça le fait marrer. C'est-à-dire que ce féministe, il s'excite de prendre une femme pour taper sur l'autre. Attends, c'est ça le féminisme? Un féministe, c'est un gars qui jouit de voir une femme se faire taper par une autre. Pour moi, c'est un pervers, ça. C'est pas un féministe. C'est pas un féministe. Un mec qui me respecte, c'est un mec qui va m'épargner les coups. C'est ridicule. Un homme peut pas être féministe. Un homme ne peut pas être féministe. Un homme, c'est un macho c'est un mâle. Et ben moi, ce que j'attends des mâles, c'est qu'ils soient des mâles. Et j'aimerais pas qu'on vienne m'emmerder avec ma féminité. J'aimerais pas qu'on vienne m'emmerder avec ma féminité. Moi, je suis pas féministe, je suis femme. Femme. Apprendre à vivre, c'est apprendre à exister par soi-même, c'est apprendre à se positionner. Enfin, je veux dire, dans le couple, on n'est pas toujours je suis. Dans le couple, on croirait qu'il faut qu'il y en ait un qui domine et un qui soit dominé. Mais enfin, moi, j'ai vécu en couple, il n'y avait ni dominant ni dominé, je suis désolée. C'est un savant équilibre, c'est ça la vie, c'est fait de respect, c'est fait d'estime, c'est fait d'amour, mais moi j'ai jamais dominé personne et je refuse qu'on me domine. Je refuse qu'on me domine. D'ailleurs, si j'avais accepté qu'on me domine, j'en aurais moins bavé. Moi, vraiment, ce que j'en ai bavé, c'est que j'ai toujours refusé qu'on me domine. Je ne veux pas être dominé, mais je ne veux dominer personne. Je ne domine personne. Je ne domine personne. Ni chien, ni chat. Non, la domination, pour moi, c'est la perversion. C'est d'ailleurs le monde dans lequel on vit. On est gouverné par des gens dont le fantasme est la domination. Et la domination, il n'y a pas à être dominé. Moi, je veux bien un maître ponctuel, sur un truc précis. Par exemple, pour apprendre l'histoire, je me suis fiée à mes maîtres, d'accord? Mais je ne me suis pas laissé dominer. C'est ponctuel, c'est précis, c'est les compétences, et puis c'est un passage. C'est un passage. On n'est pas l'égal, l'élève n'est pas l'égal du maître. On est bien obligé de passer par des apprentissages, d'engranger et de faire fructifier ce que ceux qui sont passés avant nous ont donné. Ça implique qu'on n'est pas tous égaux, mais ça n'implique pas qu'on soit dominé par qui que ce soit. Parce qu'on grandit. On grandit, on évolue, on se tire vers le haut, on commence par recevoir, après ça on donne, enfin c'est tout l'apprentissage de la vie. Je pense qu'on est gouverné par des grands malades, je pense que c'est la maladie des gens, c'est la maladie de l'humanité. C'est la maladie de l'humanité, je pense que tous ces gens qui ont été très très maltraités quand ils étaient gamins, ils perpétuent, ils restituent, et voilà quoi. Mais la vérité, elle se trouve dans les grands mythes et dans les grandes religions. On n'a rien inventé, il n'y a rien sous le soleil.
Oh, c'est tellement beau, la dernière fois que j'ai revu ça, j'en avais les larmes aux yeux. Je crois que c'est un message de Jésus, je crois que c'est dans Matthieu. Et celui qui viendrait à scandaliser le plus petit de ses enfants, enfin, c'est un passage extraordinaire, où Jésus explique que c'est quand on s'attaque aux enfants qu'on s'attaque à l'essentiel, quoi. C'est l'humanité dans ce qu'elle a de plus pur, de plus généreux, de plus donnant, recevant, aimant, spontané et fort. Ouais, ouais. Moi, j'ai un côté enfant, enfin, sans faire de psychologie, j'ai un côté enfant que j'ai vraiment réussi à sauvegarder. C'est à 100%. C'est vraiment le truc dont je suis fière, quoi. C'est-à-dire que toute ma spontanéité, qu'on n'a pas arrêté de me culpabiliser, on me traitait d'hystérique, par exemple, quand je pousse un cri de joie, hystérique, non, c'est pas ça, hystérique. Quand j'ai eu ma maîtrise, je téléphone, j'avais mention très bien. J'étais parti avec l'idée que je pouvais rien faire. Je passe ma maîtrise, mention très bien. Je téléphone. Oh, ça va, calme un peu ton hystérie. Un copain. Non, il m'a pas dit ça comme ça. J'ai dit, oh bon. Alors j'envoyais des SMS par-deux. Ouais, tralala. Spontanéité, le bonheur, la joie de vivre. Hein, bon. Et non, c'est 2 jours après. Je rappelle le copain en question, il me dit, oui, au moment où tu m'as envoyé ton message hystérique. J'ai dit quoi? Je lui ai dit, c'est ma joie de vivre mais tu sais que l'hystérie, c'est une maladie? Je te semblais malade, là? C'est monstrueux. C'est monstrueux. On casse, on salit, on avilit tout ce qui est beau, tout ce qui est spontané. Non, la retourne, ça va se retourner, ça. Je pense vraiment que les gens vont comprendre, quoi. Un bon éclat de rire, eh ben, c'est bon, puis ça se partage. C'est pas, là, oh, ça me rappelle, quand il y avait des manifs pour la Palestine, j'avais participé à une manif, c'était je sais plus où, et puis il y avait des jeunes Palestiniens qui dansaient une dabka, et puis alors il y avait une espèce de gauchiste, de connasse qui s'approche puis qui dit « Ça vous empêche pas de rigoler pendant que là-bas ils crèvent ?» Je dis « Attends, là, j'ai dit c'est des Palestiniens, là, ils dansent, ils sont heureux, ils sentent qu'on les soutient, et toi tu les emmerdes. Tu les emmerdes parce que là-bas, mais tu sais que ceux de là-bas, s'ils pouvaient être là, tu crois qu'ils aimeraient pas? Culpabiliser les gens de prendre du plaisir, licite, qui fait du mal à qui? Qui fait du mal aux mauvais coucheurs. Ça, alors là, alors tout ça, moi, tout ce milieu gauchiste, là, qu'est-ce que ça peut être? C'est mortifère! Ah la vache, c'est mortifère, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ce qui est complètement ahurissant pour moi, c'est de voir que ce sont eux les mortifères qui accusent l'Église d'avoir prôné la renonciation au plaisir. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. La joie, le plaisir, la joie, ça en fait partie. C'est eux qui passent leur temps à culpabiliser. Alors par contre, ce qui leur reste, c'est le sexe mécanique, quoi. Les relations sexuelles à travers le trou du mur, là. Quelle horreur! Quelle horreur! Oh, quelle épouvante! Eh, debout les filles, vous n'êtes pas obligées, là. Oh là là, vous laissez pas faire les filles. Romantique, restez romantique, ne vous inquiétez pas. Un petit mot concernant vos dernières conférences? Oui, je viens de faire une série de conférences. C'était très sympa. La première conférence que j'ai faite à Marseille, je l'ai faite avec Salim Laibi. Alors Salim, je le suivais de loin. J'avais envie de le connaître. Je lui ai passé un coup de fil. Il me dit ouais, tu vas venir faire ça à Marseille. Donc j'ai fait ça au mois de juin dernier. Et puis depuis, on est allé à Toulon. Et puis là, on va se revoir à Paris. Moi, j'ai un élan vers ce garçon. Salim, t'es vraiment un gars bien, quoi. C'est vraiment. Donc on a été invité par Johan Livernet. Donc Johan Livernet à Toulon, c'est catholique, mais vraiment traditionnaliste. Enfin, je ne veux pas mettre d'étiquette sur Johan parce que je ne voudrais pas mettre la mauvaise, mais c'est vraiment un catholicisme, alors que je respecte parce que je suis quelqu'un de respectueux, mais dans lequel je me reconnais pas, je me retrouve pas du tout. Mais Johan avait organisé une conférence avec Pierre d'Ortiguier qui nous a parlé. Alors quand Pierre d'Ortiguier ne parle pas de récentisme, j'adore l'écouter, je ne veux surtout pas écouter ce qu'il fait en matière de récentisme, mais quand il nous parle de la déchristianisation de la France et qui donne son point de vue de philosophe sur ce qu'était la philosophie à l'époque des Lumières, moi j'apprends beaucoup de choses. Donc il y a eu à Toulon cette conférence avec moi qui ai parlé de la guerre des juges contre l'Église, Pierre d'Ortiguier qui nous a parlé de la déchristianisation et ce cher Salim qui nous a parlé de... il est vraiment génial, qui nous a parlé de son livre sur
la faillite du monde moderne. Et le lendemain, à Nice, il y en a eu une autre. Et alors là, Johan Livernet est intervenu. Il a parlé pareil, de la déchristianisation de la France, mais à partir de textes. Lui, c'est vraiment son point de vue tout à fait de catholique engagé. Et ensuite, il m'a repassé la parole pour parler de nouveau de cette fameuse guerre des juges contre l'Église, à la suite de quoi il y a eu une interview. Enfin, moi je suis vraiment sur une lancée, ça fuse de partout. Et c'est grâce à l'affreux macho, vous savez, le mec horrible, nazi, comment on dit, comment il est Alain Soral? Il y a tous les vices ce garçon. Ben, antisémite, bien sûr. Et quoi d'autre? Merci Alain. Très bien ce garçon. Puis il est courageux en plus. Avant lui, il n'y en avait pas. Hein. Avant lui, il n'y en avait pas. J'en ai frappé à des portes. J'ai envoyé à des gens mon livre, mes livres. Marion Sigaud, le mot de la fin? Je pense qu'on n'est qu'au début. Je pense que vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que si quelqu'un comme moi, après tout ce qu'on m'a mis comme bâton dans les roues, réussit maintenant à vous atteindre, c'est que vous, chacun, vous pouvez atteindre les autres aussi. Je pense qu'il faut écouter ce qu'on est, il faut écouter son cœur, faut écouter. Je suis très frappée ça vient surtout de femmes et de jeunes filles, même de très jeunes filles, qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que je me sens bien, j'ai l'impression que je suis moins seule. » C'est-à-dire j'ai l'impression de dire des choses que les gens ne pouvaient pas dire jusqu'à présent, parce qu'il faut être dans le moule, Et que quand je dis « Écoutez-vous, soyez vous-même, et c'est là que ça va marcher », j'émue certaines personnes aux larmes, quoi. Et c'est ça que j'ai envie de dire, soyez vous-même. Soyez vous-même, ça fait un peu prêchi-prêcha. Non, écoutez-vous, faites comme vous avez vraiment envie. Je pense que tous les médias, tout ce rouleau compresseur destructeur qui nous broie depuis 2 siècles et demi, a essayé de nous faire rentrer dans un moule qui n'est pas nous. Et nous, ce qu'on est vraiment, c'est ce que notre cœur nous dit. C'est ce que notre cœur nous dit, et je pense qu'il faut continuer de se mettre en réseau, il faut s'envoyer ces messages, il faut faire circuler. Un jour, ça va se renverser. Un jour, ça va se renverser. Je ne sais pas si c'est dans longtemps, je ne sais pas, mais... Et puis, profitez de la vie, là, maintenant. Là, maintenant. Il y a des belles choses à faire, là, en ce moment. Puis, préparez-vous pour la grande manif, là, contre l'anti-mariage pour tous les cons, là. Le mariage, et l'union d'un homme et d'une femme. Il ne peut pas y avoir un mariage pour que... Le mariage, c'est dans le dictionnaire de l'Académie. Alors, si vous voulez remettre aussi en cause le dictionnaire de l'Académie, c'est pas bête. Bon, on va abolir la langue française. C'est en cours. Abolir la langue française, abolir la France, abolir le mariage, abolir tout ça. Au bénéfice de qui? Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est un petit garçon qui a grandi. Et il est petit garçon parce que sa maman l'a accouché comme ça. Et une femme, c'est une petite fille qui est née une petite fille et qui est devenue une femme. Et puis c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Tout le reste, c'est de l'embrouille. Et le pervers, le mode de fonctionnement du pervers le plus courant, c'est de semer la confusion mentale. Dès que vous êtes en état de confusion mentale, on fait de vous ce qu'on veut. Et un des moyens extraordinairement courants de semer la confusion mentale, c'est d'obtenir l'attention des gens et de faire une phrase à laquelle, quand elle est terminée, personne n'a rien compris. Là, les gens sont sidérés. Ils se disent « Merde, j'ai loupé quelque chose. Je suis trop bête. Je n'ai pas compris. » Et il y a plein de profs qui font comme ça. Il y en a qui cultivent la clarté. Mais il y a des tas de profs qui font comme ça. Il y a des tas de manuels qui font comme ça. Il y a des tas de discours qui sont comme ça. Et le mariage pour tous, c'est un discours de confusion mentale. Faut pas laisser passer cette merde. Faut pas laisser passer cette merde. Faut lutter contre l'homophobie. Je ne sais pas ce que c'est. Vous connaissez l'homophobie? C'est quoi l'homophobie en fait? Homo, ça veut dire identique. Phobie, c'est peur, panique. Il y a des gens qui ont la peur panique de leurs semblables. Je ne sais pas. Vous avez une définition d'homophobie? Il paraît qu'il y a des gens qui vont dans les écoles pour lutter contre l'homophobie. On peut savoir ce que c'est? T'es homophobe, toi? Et toi? Eh bien, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais pas que quelqu'un vienne me définir. Vous savez que je me définisse? Je suis une femme française. Et tout le reste, ça se bouscule. Mais dans l'ordre, c'est femme française.
Tout le reste, c'est dans le désordre. Mais homophobe, antisémite, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je n'ai pas à endosser une quelconque étiquette à ce propos. Est-ce que je suis anti? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si je suis homophobe. Je ne souffre d'aucune phobie, ça je peux vous l'assurer. Je ne suis phobique de rien du tout. De rien du tout. Est-ce que j'ai des amis homosexuels? Ben évidemment, tout le monde. Si tu n'as pas d'amis homosexuels, il n'a pas assez d'amis. Statistiquement. Évidemment que j'ai des amis homosexuels. Évidemment. Est-ce que je veux qu'ils aient le droit de se marier? Mais ils ont le droit de se marier. Tout le monde a le droit de se marier en France. Vous imaginez un gars qui arrive à l'église au bras de celle qui va devenir sa femme et on lui dit « Toi, tu n'as pas le droit de te marier parce qu'on sait que tu es homosexuel ». Tout le monde a le droit de se marier en France. Entre adultes consentants de sexe opposé, les homosexuels y compris. Un homosexuel a parfaitement le droit de se marier en France. D'ailleurs, si les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier en France, comment y aurait-il autant de parents homosexuels? Il a bien fallu qu'à un moment donné, manifestez contre battez-vous contre le mariage pour tous. C'est un élément essentiel. Regardez en Pologne, là, en Pologne, ils sont en train de se révolter. C'est mondial, hein, c'est pas le gouvernement, Taubira, machin, Flamby et tout, là. Ils ont des ordres pour faire passer ça. Ils ont des ordres, ça vient d'au-dessus. Les ordres ont été donnés aux pays africains, c'est-à-dire que des pressions ont été faites aux pays africains, que s'ils refusaient de plier devant les lobbies homosexuels, on leur coupait les vivres. Vous êtes au courant de ça? La pression vient de l'ONU, le machin là. En Pologne, Lech Walesa vient de faire savoir que maintenant, lâchez-nous. Non, en Pologne, on ne veut pas de contrat spécifique pour les homosexuels. C'est une pieuvre, ça n'a rien à voir avec le bien-être de nos concitoyens qui ont une préférence sexuelle qui n'est pas majoritaire. Ça n'a rien à voir. Il y a une machine mondiale qui a décidé de briser la famille qui est la seule protection possible pour les enfants. Quand on aura fait sauter le seul verrou susceptible de protéger les enfants, tout sera possible. Protéger le mariage, c'est protéger les enfants. Souvenez-vous, réseau pédocriminel, ça passe les siècles, même les rois les plus puissants n'ont pas eu jusqu'à présent les moyens de les dénoncer. C'est à nous maintenant. Ils veulent passer en force. Ils sont en train de passer en force. Une pétition de 700 000 lettres, ça a été rejeté. Ils veulent. Ces gens-là sont aux ordres. Ils ont des ordres. Je ne veux pas croire que François Hollande, qui a fait 4 enfants à Ségolène Royal, soit d'accord avec ça. Il obéit à ses maîtres, c'est tout. Par une société fondée par le profit pour tous. Que le meilleur gagne. Le meilleur étant le plus fort, le plus immoral. Enfin bon, c'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai très bien vu dans les Lumières, c'est clairement le profit, la recherche individuelle du profit est un élément émancipateur, libérateur et de progrès. Voilà, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Je l'ai trouvé, ça, je l'ai vu. Donc à partir de là, on fait quoi? On fait une société on laisse tomber, on fait tomber toutes les barrières, on prend comme liberté suprême la liberté du renard libre dans le poulailler libre, on écrase les petits, on diffame, enfin, je veux dire, c'est l'horreur. Alors qu'est-ce que c'est la Révolution française? C'est l'arrivée au pouvoir de ces gens-là. C'est tout. C'est tout, avec le peuple qui a résisté, et puis on les a trahis, enfin je veux dire, il faut l'écrire. Moi je ne l'écrirai pas l'histoire de la Révolution française, il y a des tas de gens qui l'ont écrite. On vous raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'Église, c'est absolument faux, absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'Église, on les a massacrés, d'accord? Massacrés. Le peuple n'est pas en cause dans toute cette... ce grand changement. Le peuple, il avait envoyé ses doléances dans les cahiers de doléances. Il a dit nulle part qu'on voulait supprimer les corporations. Il a dit nulle part qu'on voulait plus de droit absolu. Il a dit nulle part qu'il voulait plus de l'Église. Il a dit nulle part tout ce qu'on a fait. Et on lui a imposé. Et le peuple, il s'est soulevé. Hein, il s'est soulevé. Mais pas comme on a dit, pas contre qui on a dit. C'est tout mensonge et compagnie.
Mensonges et compagnie. Et il y a des gens il y a encore des fabriques de mensonges à l'université. Hein. Il y a encore à l'université des gens qui planchent pour vous expliquer que ceci, cela, et que c'est pas vrai et tout ça. La vérité, de toute façon. J'ai expliqué ça quand j'étais en Algérie, il y a une quinzaine de jours. Petit souvenir, hein, je porte. J'ai expliqué ça. J'ai dit la vérité. C'est une image qui m'est venue comme ça brusquement. Hein, je ne l'avais pas préparée, mais je vous la ressors parce que je l'aime bien. C'est comme l'eau. Vous avez une grande citerne. Elle est rigoureusement étanche. D'accord ? Donc l'eau est retenue, elle ne bougera pas. La vérité, c'est cette eau là, et elle ne bougera pas. Si vous faites le plus petit trou dans la citerne, le plus minuscule petit trou dans la citerne, la vérité, l'eau, hein, va passer un tout petit peu, ça va commencer. Et la citerne se videra à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas, si vous voulez étouffer la vérité, il faut l'étouffer complètement. Et complètement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, on peut mentir tout le temps à quelqu'un, mais c'est comme ça que ça se passe. Et à l'heure actuelle, je pense vraiment que les digues sont en train de s'ouvrir et que la vérité, sur tous les mensonges qu'on nous a baratinés, ça commence vraiment à circuler. Quelles en sont les conséquences dans notre quotidien ? Ces idées, c'est l'instauration du capitalisme comme étant la seule économie possible. On nous présente l'économie de marché comme étant la seule économie possible à laquelle on va opposer le communisme, alors que le communisme est arrivé derrière. Mais on nous fait croire qu'avant le capitalisme, écoutez, c'est bien simple, avant la Révolution française, la France n'existe pas. Hein, c'est le trou noir. L'histoire de France, ça commence en 89, il faut arrêter. Donc, le 89, c'est l'arrivée du capitalisme comme économie officielle. Hein. C'est l'économie de marché, ça a été la libre circulation des subsistances, des biens et des personnes, ça a été voté dès le début par l'Assemblée dite constituante, hein, pour paraphraser Étienne Chouard. Les gars, ils sont auto-bombardés constituants, personne ne leur avait dit, puis ils commencent à rédiger une constitution pour laquelle personne ne les a mandatés, et puis hop, ils inventent la libre circulation des subsistances, etc. Ils imposent un capitalisme qui constitutionnalise. Et nous, le système dans lequel on est, alors bon, ça c'est pas fait en un seul coup, je vais pas résumer, mais je veux dire, le système dans lequel on est, c'est celui-là. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est l'axiome de base, c'est la donnée de base au-dessous de laquelle c'est l'enfer. Mais les gens vivaient avant le capitalisme. La France vivait avant le capitalisme. Il y avait quelque chose avant. Et on nous le présente comme totalement inexistant. Avant la montée du capitalisme, il n'y avait rien. C'était l'obscurantisme, c'était le Moyen-Âge. Arrêtez le Moyen-Âge, c'est lumineux le Moyen-Âge. C'est lumineux le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est certainement la période en Europe la plus brillante, C'est magnifique le Moyen-Âge. Je ne l'ai pas étudié le Moyen-Âge, parce que on ne peut pas étudier sérieusement tout. Si on veut être historien, il faut vraiment... Mais chaque fois que je croise le Moyen-Âge, je suis ébloui. C'est magnifique le Moyen-Âge. Et c'est ce que les gens des Lumières ont voulu absolument éradiquer, effacer, écraser. Qu'est-ce qu'on nous raconte comme fadaise? Bon, alors c'est quoi? Le monde dans lequel on vit, c'est le monde capitaliste. Alors triomphant maintenant, il n'y a plus rien, hein, c'est absolument partout. Et tout ce qu'on a opposé en face du capitalisme, c'est le communisme. C'est l'opposition du même. Mais c'est bon. Et avant? Je veux dire, avant 1789, le monde, il n'avait pas tourné quand même depuis quelques dizaines de milliers d'années? Bah non. Enfin, le monde, je veux dire l'humanité organisée. Bon, il faut arrêter avec ça. Je pense que les gens commencent à comprendre. Hein. La Révolution française est-elle pour vous le résultat d'un complot maçonnique? Ça, c'est une question très intéressante à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse. Mais ça n'est pas moi qui vais aller la chercher, cette réponse. C'est-à-dire que depuis que j'ai entendu parler de complot maçonnique pour organiser la Révolution, je me suis dit, tiens, je n'ai pas cherché de ce côté-là. Quand je vois l'énormité de ce qu'il faudrait fouiller pour avoir réponse à la question, je ne peux que me dire, ça n'est pas pour moi. Modestement, je pense qu'il faut chercher dans ce sens-là. L'hypothèse me semble plausible. Je ne la prends pas pour ridicule. De plus en plus de choses absolument réelles qui vont se dire sur ce qu'a été véritablement la Révolution française. C'est clair, c'est clair. On vous raconte que c'est le peuple qui se soulève pour secouer le joug de la tyrannie du roi et de l'Église. C'est absolument faux. Absolument faux. Quand le peuple s'est soulevé pour secouer le joug de ceux qui avaient mis à bas le roi et l'Église, on les a massacrés. D'accord? Massacrés. Quelle période de l'histoire avez-vous étudié en profondeur? Le XVIIIe siècle. J'ai commencé mes recherches, c'est-à-dire que les premiers documents archivistiques que j'ai eu entre les mains et avec lesquels j'ai travaillé, ce sont des documents qui ont été écrits autour de 1750 à Paris. Voilà. C'est le cœur de ma recherche, c'est le point de départ de ma recherche.
Alors bon, une fois qu'on a commencé, on remonte, on redescend, je veux dire, je vais jusqu'à la Révolution française d'un côté, je remonte jusqu'à la moitié du règne de Louis XIV de l'autre, mais le début de ma recherche historique, c'est vraiment Paris 1750. Et Paris 1750, c'est incidemment, c'était pas l'objet de ma recherche, mais la sortie de l'encyclopédie et l'affaire de l'hôpital général. Enfin, c'est une période un peu nodale du virage qui va se passer dans le royaume de France. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui se décident à ce moment-là. Et c'est ce que je connais vraiment bien maintenant. Quels faits ont particulièrement retenu votre attention durant cette période historique? Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, la royauté absolue, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, est en fait assaillie de toutes parts par des oppositions qu'on m'a vendues quand j'étais gamine, enfin dans tout l'environnement laïcard et républicain dans lequel j'ai été élevée, comme une saine opposition à des abus. Alors il y avait l'opposition des parlements, l'opposition des philosophes des Lumières, et des parlements, c'est-à-dire des juges, l'opposition janséniste, l'opposition des magistrats contre l'absolutisme royal. Et ces deux oppositions se faisaient également contre l'Église. Donc effectivement, j'ai grandi dans l'idée que le roi était absolu, donc abusif, et que l'Église était toute puissante, donc abusive, et que les combats menés par les forces d'opposition, qui étaient soit la magistrature janséniste, soit les intellectuels des Lumières, étaient des combats libérateurs et émancipateurs. Bon, alors avec le nez dedans, on efface tout et on recommence. C'est-à-dire que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. J'ai tout remis à zéro. Ça n'est plus du tout ce que je vois. Je peux pas vous le résumer, mais enfin, je ne la prends pas pour à jeter du tout, mais je n'ai pas les éléments pour juger. Mon impression est que c'est ça. C'est ça. Mais entre dire j'ai l'impression que, et je peux vous démontrer les éléments du complot, non, je ne peux que rester modeste de ce côté-là. Il est évident que les francs-maçons sont partout. Il est évident que les francs-maçons ne veulent pas qu'on aille mettre le nez dans leurs affaires. Tiens, je vais vous raconter une anecdote à propos de franc-maçonnerie. Quand je faisais des recherches sur le Parlement de Paris, les jansénistes du Parlement de Paris, j'ai voulu savoir si ces jansénistes-là étaient francs-maçons en même temps. Bon, alors pour ça, il faut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie. Bon. Les archives de la franc-maçonnerie sont à la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale, elle est nationale. Elle est à vous, elle est à moi, elle est à tout le monde, la Bibliothèque nationale. Et alors j'ai un ami qui m'est très cher et qui me le rend bien, qui est franc-maçon, et qui me faisait visiter un jour le siège du Grand Orient, et on visitait la bibliothèque. Et il a dit, voilà, Marion est une amie, elle voudrait avoir accès à certains documents, est-ce que vous pourriez? Alors le gars dit oui, mais ce qu'elle cherche, c'est à la Bibliothèque nationale. Et alors il m'a fait un petit mot, j'étais vachement contente, alors bon, hein. Machin en tête du Grand Orient, que je pouvais aller à la Bibliothèque nationale. J'ai dit, je vais avoir accès aux archives, c'est vachement sympa. Quand je suis arrivé aux archives avec mon truc, j'ai montré, mais est-ce que vous pouvez nous poser vos questions par écrit? Pas de souci. Moi, j'habite pas à Paris, hein, j'allais pas rester 3 jours en attendant qu'on me sorte les cartons, dont je savais pas s'ils existaient. Moi, je pose une question, et alors la réponse est arrivée par courrier 3 semaines après. À chaque question que j'avais posée, il était répondu à côté. À côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas répondu à mes questions. Ça s'appelle une fin de non-recevoir, ça je sais comment ça se passe. Quand une administration ou quand qui que ce soit veut vous embrouiller, vous posez une question claire, nette et précise et on vous répond à celle que vous n'avez pas posée. J'ai compris. Je n'aurai pas accès aux archives de la franc-maçonnerie, qui appartiennent pour autant que je sache à la nation française. Bon, si j'avais voulu rester et me battre, mais me battre contre qui, contre quoi? Je voulais simplement savoir si les gens dont je donnais la liste étaient francs-maçons. Par défaut, j'en conclus que oui. Je ne pourrais pas le prouver, mais l'information est passée. Il y a des archives pour lesquelles il faut montrer patte blanche. Hein? Il y a des archives qui ne sont pas tout à fait complètement à la République. Si tant est que la République, c'est bien nous. Hein. Moi, j'ai toujours dit la République, c'est nous. Hein. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais été monarchiste. Hein. Moi, j'étais républicaine. D'ailleurs, je suis à debout la République. Encore que j'aimerais mieux que ça s'appelle un peu autrement. Mais enfin bon, je me revendique de la République au pied de la lettre. La chose publique, le bien commun. Donc, je croyais qu'on était en République, ben non. Si quelqu'un sait comment on peut avoir accès aux archives de la franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale. Vous savez, accès aux archives, je voudrais juste l'inventaire de tout ce qu'il y a dedans, par exemple. Revenons un peu. La monarchie était assaillie par des salauds et l'Église a été accusée de crimes qui, quand elle ne les avait pas commis, étaient véritablement commis et par ceux d'en face. Donc voilà, j'ai vraiment eu... C'est pas que j'ai eu envie de remettre les choses à l'endroit. Un historien, c'est quelqu'un qui va chercher dans les textes
ce qui s'est passé. Si ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on m'a dit, ben, je me contente de dire ce qui s'est passé, et ça heurte les gens qui voulaient croire ce qu'on avait dit avant, mais ça, j'y peux rien. J'y peux rien, chacun son problème. Le problème de l'historien, c'est de faire de l'histoire, c'est pas de faire plaisir. Et puis d'ailleurs, j'ai été la première à qui ça a déplu. Parce que quand vous croyez pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans à des vérités premières et que vous apercevez qu'on vous a menti, c'est très, très, très désagréable comme impression. C'est très désagréable. Alors de deux choses l'une, soit on dit, bon, je veux pas le savoir, c'est des cons et on passe à autre chose, soit on se dit, il y a un chien enterré là, comme on dit, il y a quelque chose à chercher, et moi c'est mon genre, à chercher, à fouiller, et ensuite à essayer de comprendre pourquoi, quand vous amenez des vérités, c'est pas inédite, les historiens savent ce que je dis, hein, les historiens savent ce que je dis, mais les historiens, ils n'atteignent pas, pour autant que je sache, le grand public, celui qui n'est pas historien. Donc vous avez à l'université des historiens qui savent un tas de choses, et vous avez un public qui pense exactement le contraire, et il n'y a pas de pont entre les deux. Pourquoi? Peut-être parce que des gens comme moi ne sont pas rentrés dans ce système-là avant, je ne sais pas. On nous ment tout le temps. Et l'histoire est un des moyens de démonter le mensonge. C'est à ça que je me consacre. Ça n'a pas été simple, hein, à l'université, on m'a fichu des choses trappes. Hein. Ça n'a pas été simple du tout, du tout. Mais quand on veut ce qu'on veut, en général, on y arrive. Et puis j'avais suffisamment de bouteilles pour voir arriver les coups et pouvoir les parer. Prenant sur moi, hein, on m'a fait rater 1 an quand même. Hein. J'aurais dû avoir le DEA en 1 an, je l'ai eu en 2. Belle chose trappe, enfin on en reviendra. On en reparlera un autre jour si vous voulez. Donc ce que je veux dire, c'est que l'historien, il est là pour restituer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ça dérange immanquablement tous les gens à qui on a fait croire autre chose. Donc, selon vous, quelles seraient les véritables causes de la Révolution française? C'est le libéralisme. C'est la Révolution française, c'est la prise de pouvoir sur une société organisée en ordre, dans laquelle le bien commun est une notion acceptée par tout le monde, dans lequel le roi a son rôle, la noblesse a son rôle, l'Église a son rôle, les travailleurs ont leur rôle, enfin chacun a son rôle, plus ou moins bien, enfin bon, je dis pas que tout bête, mais c'est une espèce d'ordre établi, fondé sur le bien commun, et on le remplace par le profit. Le bien commun sera dicté par le profit, et non pas par les règles, non pas par les lois, non pas par la morale, non pas par Dieu, non pas par... Voilà. On va remplacer une société fondée sur le bien commun